Coucou Séverine. Coucou Fanny, salut, tu vas bien? Salut, ça va? Ça va, merci. Merci de ta présence. Avec grand plaisir. Grand... On attend un petit peu ou pas? Ouais, comme tu veux. C'est toi qui me dis. C'est toi On qui... attend une petite seconde, voir s'il y a des personnes qui se présentent. Oui, pas de Comme ça va souci. le fait. Alors, j'ai pas mis mes lunettes. Ah, Moana, ça c'est les filles, c'est les super filles qui ont ouvert une mam pas loin de chez moi. Ah, Ah bah, salut François. bonsoir les, Cool. bonsoir les voisines alors, parce qu'on n'est pas loin. Ouais, 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 ouais. Non, elles sont top. Elles ont ouvert une super mam au Volleyball, là. Trop bien. On va jeter un coup d'œil alors. Ah, ma maison pour la journée aussi, c'est des filles que je connais, des super asthmates, enfin des EGE même qui ont ouvert une mam trop trop bien, pas loin de chez toi d'ailleurs. Ah ouais? Ouais, je crois qu'elles sont à... Vous êtes à Noisy-le-Roi les filles, je crois, hein. Ça, je... Et, Maëva, coucou, coucou Célia, ça va bien. Bah Francis, bien sûr, mon mari qui veut voir ce que je fais, tu vois, toujours. Ouais. Bonsoir papa citron. Non, mais ce qu'il me dit, mais c'est quoi ton truc, un live et tout, il connaît pas. Tu vois, il découvre. Ah, c'est Bon ça. bah, on va commencer. Ma maison pour la journée, une super mam à Noisy-le-Roi, avec des filles en or. Ah là là. Mais en tout cas, merci hein, pour tous ceux qui sont présents déjà, ou ceux qui Voilà. vont nous T'as vu, rejoindre. il y a du monde, hein? Et je les connais en plus, c'est cool. C'est que des gens bien. On va être entre gens bien ce soir. Mhm. Bon, bah, on va commencer du coup ce petit live sur comment mettre un cadre à l'éducation Montessori. Mhm. Je pense que ça va être cool ça. Comme ça, tu vas te présenter toi dans un premier temps. Ok. Puis je me présenterai après un petit peu vite fait pour faire le lien. Et puis, bah, bien sûr, on répondra aux questions s'il y a des questions. Ou, voilà. Et puis, toi, tu dévoileras plein de pistes, plein de conseils Ouais. pour les parents, les futurs parents ou ceux qui s'intéressent à cette méthode et qui veulent l'appliquer. Et je vais aussi, d'ailleurs, je vais pas que m'adresser aux parents parce que comme je vois que là, il y a des éduques, il y a des asthmates qui travaillent en structure, je vais aussi Mm. parler du coup de l'ambiance collective. Ouais, c'est pour ça que j'ai dit ceux qui s'intéressent aussi à la méthode, hein, aussi, Ah sans ouais, être ouais, pas. là, ça va être maison et structure. Ça va être chouette. Moi, c'est cool. Ouais. Donc, tu veux que je commence par me présenter? Je te laisse te présenter, et puis je ferai une petite présentation de ma part après. Super, bah, je vais essayer de faire ça rapide. Bah, du coup, moi, c'est Séverine. Je suis fondatrice des Ateliers du Citron. J'ai fondé les Ateliers du Citron. Je suis éducatrice Montessori 0-3 ans et 3-6 ans. Et je suis aussi formatrice sur cette pédagogie. Je suis partie des neurosciences cognitives et affectives. Quand j'ai compris comment fonctionnait un cerveau d'enfant, j'ai dit, ah, on fait n'importe quoi avec l'éducation des petits. Donc déjà, je suis allée creuser du côté de l'éducation non violente. Donc j'ai découvert qu'on pouvait éduquer des enfants sans taper dessus, sans punir, sans menacer, sans crier. J'ai pas dit que c'était facile, j'ai juste dit que c'était possible. Et puis, une fois que je suis vraiment rentrée là-dedans, mon mari m'a dit, mais c'est bien mignon ton truc, mais quand ils vont à l'école, il va se passer quoi? Et je dis, ah oui, mince. Et donc, on a creusé, on a découvert plusieurs pédagogies alternatives, et notamment la pédagogie Montessori, qui a collé exactement avec tout ce que moi j'avais appris dans mon parcours au niveau des neurosciences cognitives et affectives. Donc ça collait parfaitement avec ce que je savais d'un cerveau. Donc je dis mais génial, enfin on instruit d'une façon fluide en fait qui passe. Et c'est pour ça que cette pédagogie fonctionne aussi bien, c'est parce que bah, on répond tout simplement aux besoins d'un cerveau humain. Donc, je me suis formée à la base pour mon plaisir personnel et puis parce que bah, j'étais devenue maman entre-temps. Et puis, très rapidement, ça m'a passionnée parce que je me suis dit, ah, il y a quelque chose à faire là-dedans. Et j'ai poussé plus loin mes formations. Je suis devenue éducatrice puis formatrice. J'ai travaillé dans plusieurs écoles. J'ai travaillé en classe auprès d'enfants de 3 à 6 ans. Donc, c'est là qu'on s'est rencontrés, nous, parce que du coup, j'avais ton fils dans À ma classe. l'école. Je garde un très bon souvenir de ton petit. Et puis moi, je me rappelle d'ailleurs que ta deuxième était toute petite et le troisième était en route quand on s'est connus. C'est Voilà. ça.
Et après, et d'ailleurs, moi, j'en avais que deux. Et maintenant, j'en ai trois enfants. Et donc, voilà, après, je suis bougée aussi dans une autre école. J'ai été éducatrice dans une ambiance de communauté enfantine. Donc, c'est pour les plus jeunes de 2 à 3 ans. Et puis, en parallèle, j'ai ouvert les ateliers du citron pendant mon congé maternité du troisième enfant parce que j'étais pas assez occupée. Et donc là, j'ai continué du coup à former et en parallèle de mon travail d'éducatrice. Et puis maintenant, à temps plein, à mon compte. Donc j'accompagne du coup les parents sur la non-violence éducative, sur la pédagogie Montessori à la maison, mais je forme aussi des pros de la petite enfance. Je vais former dans les crèches, j'anime des journées pédagogiques, je forme des professeurs aussi dans les écoles, je forme des parents, voilà. En fait, toutes les personnes qui ont envie Ouais. de changer un peu leur manière de faire dans les D'ailleurs, tu as des ateliers très sympas que j'ai déjà aperçus. Oui, et du coup, Voilà, c'est bien beau de former, mais il faut garder un pied sur le terrain, sinon je vais me mettre à raconter c'est n'importe ça. quoi. Donc, toutes les semaines, j'anime des ateliers d'éveil parents-enfants qui me permettent de faire autant du soutien à la parentalité parce que bon, c'est bien beau de dire aux parents, on arrête de taper sur les mômes, mais encore C'est faut-il bien de les accompagner aussi. les aider, les écouter aussi, Mm. offrir un terrain où ils peuvent vider un petit peu leur soupape. Et puis, voilà, donc ces ateliers d'éveil où aussi, bah, du coup, on transmet un petit peu de cette méthode, de cette pédagogie qui est magnifique. Voilà, Ouais, j'ai essayé de faire court, ça va? ça va. Moi, je vais faire plus court, hein. Donc moi, c'est Fanny. Moi, je suis la maman de 3 enfants, comme elle l'a si justement dit. Du coup, moi, en fait, j'ai mis mon fils dans une école Montessori. Et donc, juste avant de le mettre dans cette école Montessori, je voulais quand même regarder ce qu'il allait faire. Donc, du coup, j'ai fait une formation Montessori au préalable. Donc, Mhm. j'ai vu bah, tous les ateliers, tout ça, pour pas que je mette mon enfant n'importe où, parce que effectivement, j'en entendais parler. Je trouvais que ça me collait parfaitement à la peau et surtout à celle de mon fils à l'époque, parce que j'avais même, comme toi, je m'étais intéressée à d'autres méthodes, comme la méthode Steiner également. J'avais regardé ces écoles-là, et puis bah, je trouve que Steiner, par exemple, ne correspondait pas à mon fils aîné à l'époque et que à Montessori, je le voyais bien là-dedans. C'était vraiment ce qui nous correspondait. Et du coup, bah, j'ai décidé de le mettre dans une école Montessori. Et comme tu l'as si bien dit, bah, tu as été notamment son éducatrice là-bas. Donc ça se passait très Donc, très bien avec l'éducateur. il avait une éducation super aussi avant moi, et je vais pas Ouais. être la seule. Voilà, J'en avais qu'un à l'époque aussi. Donc voilà. Donc en fait, bon bah, quand on en a qu'un, faut savoir que dans ces écoles, c'est un certain coût hein, dans un premier temps. Donc on pouvait se permettre. Et puis après, on a eu 2 enfants, puis 3. Donc avec du regret, puis j'ai dû déménager. Donc avec un peu de regret, j'ai dû retirer Younes de l'école Montessori. Toi, tu étais déjà partie aussi à ouais. cette époque. Il y avait aussi une de ces raisons qui a fait que on avait entre guillemets pas de regret de quitter cette école. Parce que ça se passait très très bien avec les éducatrices. Ça, je tiens vraiment à le préciser. Les éducatrices d'école étaient au top, comme Ouais, Séverine. j'avais des super collègues, hein, c'était un bonheur. Voilà, c'est donc en fait c'est vraiment une méthode qui est vraiment sympa, mais c'est vrai qu'on en entend beaucoup parler. Moi après du coup, j'ai beaucoup utilisé cette méthode en tant que co-schooling avec mes enfants. Donc mes enfants étaient en maternelle normale et c'est vrai que je l'utilise beaucoup, enfin un petit peu moins maintenant parce que j'ai beaucoup moins de temps, mais c'est vraiment une chouette méthode. Je trouve qu'elle a du concret. L'enfant vraiment, elle respecte le rythme de l'enfant. Euh, Vraiment, moi j'aurais aimé faire une école Montessori moi-même. Ah oui, moi aussi, j'ai adoré. D'ailleurs, euh, avant et après la formation d'éducatrice, on n'est pas la même personne tout à fait, hein. On refait des Mm. petites connexions cérébrales comme ça, notamment quand on fait du travail sensoriel, on refait des petites connexions et on réaligne certaines choses. Et moi, il y a des trucs pour lesquels j'étais totalement incapable, où je me sentais tout à fait nulle, voilà, avant de devenir éducatrice. Et au cours de la formation, à force d'entraînement et de pratique, puisque Ben, on c'est ça. sait ce qu'on présente aux enfants, j'ai vu que j'avais, enfin, et puis je le vois aujourd'hui quand je forme les éducatrices, on reconstruit nos propres réseaux en tant qu'adulte et c'est assez rigolo d'ailleurs de voir que. Ouais. Et même en tant que, enfin, moi, par exemple, j'ai Ouais. été maman formée. Mhm. Bah, ça m'a vraiment modifié parce que je suis quelqu'un de très nerveuse à la base, qui pouvait me mettre très vite en colère. Et en fait, ça m'a vraiment appris à me canaliser, à beaucoup m'apaiser et m'adoucir. Et donc ça, c'était vraiment important. Et c'est pour ça que c'est vraiment une chouette méthode. Mais c'est vrai que, bah,
on la voit de partout, elle s'est beaucoup développée, elle a eu beaucoup de succès, cette méthode, elle est géniale, hein, elle est formidable, mais il y a malheureusement des personnes qui la connaissent pas encore et qui c'est très déformé. On peut penser que l'enfant est roi, mais non, en fait, l'enfant n'est pas roi. L'enfant, il faut lui mettre des cadres, hein. Moi, Younes, mon fils aîné, qui était donc à l'école Montessori, je sais qu'il s'est souvent fait reprendre aussi, pas que par toi, même par ta prédécesseur. Il Ouais. s'est fait reprendre, il se faisait punir hein, aussi. Donc, je trouve que c'est intéressant. On va du coup en parler de tout ça. On va pouvoir discuter de comment mettre ce fameux cadre et voilà, pas laisser que ça aille dans tous les sens parce que c'est parti vraiment. Voilà, sur les réseaux sociaux, on voit beaucoup de choses. On peut placer que ce qu'on veut mettre et on voit pas tout forcément, ce qui est pas facile. Hein, et puis on a chacune nos perceptions. Donc je pense que ce live va être très important pour que vous C'est ça. compreniez vraiment comment ça marche. Ben, on va sûrement débunker un peu des clichés, à commencer. Exactement. Euh, là, j'ai vu passer vite fait, oui, la méthode, enfin, ces écoles sont chères. Alors, c'est cher en France, hein. Mm, Seulement, mm. c'est très franco-français parce que l'État l'État français est quand même l'un des seuls pays au monde qui ne forme pas les professeurs des écoles à leur métier. Hein. Donc, Mm. on a des gens qui sont très doués dans les matières qu'ils vont enseigner, mais qui ne sont pas formés à la pédagogie et au développement de l'enfant. Donc, ça, c'est quand même vraiment pas juste. Et on a quand même une brigade là d'enseignants en France qui sont extraordinaires parce qu'ils sont dévoués, ils sont motivés, ils y vont à fond, ils se débrouillent souvent sur leur temps et leurs deniers personnels pour proposer quelque chose de chouette alors qu'ils n'ont pas de formation de base et qu'on leur donne pas de moyens. Et on a vu Ouais, ces dernières années qu'on leur donne en plus une considération qui est parfois limite. ouais, il y a de quoi être outré. Donc, du coup, voilà, déjà qu'on soit clair, la pédagogie Montessori, elle n'est pas là pour casser du sucre sur l'éducation nationale. D'ailleurs, je forme régulièrement des Non. profs d'éducation nationale qui appliquent ensuite au sein d'écoles éducation nationale et ça marche super bien. Et Ouais. ça, c'est quand même génial. Donc, non, c'est pas réservé à une élite qui aurait les moyens pour des gosses de riches. Non, non. Là, j'en suis la Avec, preuve. Hein. des J'en écoles. suis la preuve. C'était vraiment, pour moi, c'était vraiment, entre Voilà, guillemets, j'emploie le terme sacrifice, mais enfin, pour c'est moi, ça. c'est pas un sacrifice. C'est des Mais choix. voilà, c'était, voilà, comme ça. Et après, j'ai même continué parce qu'après, on peut se l'approprier, hein, cette méthode, la Ouais. faire chez soi. Et Et puis, en fait, il y a c'est plein de façons. Même, on peut aller voir des éducateurs, on peut prendre des petits cours particuliers. Ça, je l'ai déjà fait aussi ça, pour mes enfants, pour leur épanouissement. On m'a demandé d'ailleurs en question comment ça s'était passé quand mes enfants sont retournés à la maternelle. Mm. Bah, on l'a beaucoup préparé. Je pense qu'on savait aussi où il allait être en maternelle, donc j'avais entièrement confiance aussi. Donc voilà. Mais après, c'est beaucoup parler avec son enfant et puis pas lui dire du jour au lendemain qu'il soit perdu. C'est pour ça qu'on avait investi sur du matériel à la maison et qu'on continuait la méthode aussi en parallèle. Et c'est pour ça que j'ai continué à l'appliquer à la maison. D'accord, donc tu as continué à alimenter à domicile du coup. Ouais. C'est Ouais, pas... ouais, ouais. Moi, j'ai vécu l'autre chose et d'ailleurs, je vais le revivre une deuxième fois là en septembre. Ma fille aînée a fait toute sa maternelle en Montessori et bien évidemment à la maison aussi c'était appliqué. C'était logique. D'autant que étant formatrice, en plus j'ai le matériel, donc j'avais vraiment pas d'excuses. Et elle est passée donc au CP en école éducation nationale. Et en plus, on est en ZEP, nous, à Plaisir. Donc, autre ambiance. Ça a Hum. été, euh, ça a été tout à fait différent. Et en fait, ça se passe super bien. Ça se passe très Ouais. bien parce qu'ils arrivent, ils ont parfois plus avancé que le niveau éducation nationale sur les fonctions exécutives et sur le niveau académique. Et du coup, ça leur laisse le temps de s'adapter aux nouveaux cadres, aux nouvelles règles. C'est des enfants qui peuvent passer parfois pour insolents parce qu'ils vont dire ce qu'ils ont à dire, mais ils vont toujours le dire avec Hum. courtoisie et politesse. Donc, si Hum. l'adulte est prêt à entendre, en fait, ça se passe très bien. Voilà. Bah moi, Younes, par exemple, il a pas sa langue dans la poche. Le fait qu'il a été en école Montessori et puis il est très curieux. Mm, Du coup, et en fait, au contraire, il a eu cette place-là en primaire, sa maîtresse, parce que du coup, enfin, dès le début à la directrice, je l'ai dit qu'il venait d'une école Montessori, et du coup, ils ont eu très vite conscience de ça. Maintenant, ce qui est bien, c'est que les profs, ils ont conscience que oui, les parents autour encadrent beaucoup sur ça aussi. c'est Et ça. je voyais une petite réflexion entre guillemets de Dianou qui disait que c'est dommage que les profs ne font pas tellement du Montessori à l'école, mais ça commence à se développer quand même. Il commence à y avoir de plus en plus euh, de, euh, de profs, comme tu Mm. l'as dit, qui se forment. Et c'est important. Et c'est bien qu'ils se forment, justement.
C'est Ouais. important de s'intéresser à cette méthode parce que chaque enfant est différent et c'est ça le concept aussi de Maria Montessori. C'est ça, c'est super important. Et puis à la base, c'est pas pour un élite, c'est pas pour une élite, hein, c'est pour tout le monde. Et même à la base de la base, c'était pour les enfants les plus défavorisés. Donc Ouais. faut quand même remettre le clocher au milieu du village, comme on dit. Donc du coup, voilà. Donc déjà, voilà. C'est pas que des petites écoles avec des toutes petites classes, avec des petits effectifs, des profs qui ont des moyens financiers, matériels énormes. C'est pas vrai. Hein. La Non. plupart des écoles étant hors contrat, en plus, les moyens financiers sont plutôt très très bas en général dans les écoles Montessori, malgré le coût pour les parents. Donc on a effectivement des enfants qui ont une capacité d'adaptation très forte et ça c'est tout à fait lié à leur pédagogie. Ils ont une curiosité très forte, ils ont la Mm. capacité de remettre en question l'adulte, tout simplement parce qu'on va avoir une manière d'aborder l'apprentissage et le travail qui est très très différente. C'est-à-dire que l'enfant il n'y a pas d'erreur en fait à proprement parler. Il y a de l'expérimentation, c'est-à-dire que quand l'enfant va essayer de faire une tâche, je pense par exemple tout simplement au bébé qui est en train d'insérer un disque sur une tige, on va pas être là à lui dire ah bravo c'est bien ou Mm. bien oh non essaie encore ou on va pas lui prendre le disque des mains pour corriger le positionnement de son poignet etc. On va vraiment le laisser expérimenter. Ouais. Et en fait, la base qu'on va retenir, c'est que ce que nous, on considère comme une erreur pour l'enfant qui est en train de découvrir et d'essayer, c'est de la data. L'erreur, c'est juste de la data, c'est de la donnée. C'est-à-dire que comme ça fait mal, comme ça marche pas, comme ça marche, mais il faut que je force, comme ça marche et ça fait du bruit, comme ça marche et c'est silencieux. Et en fait, à chaque fois, il va construire sa base de données et il construit son référentiel. Et au bout d'un moment, il a trouvé une technique qui est plus fluide, plus efficace, plus performante que les autres. Et il va la conserver et il va s'entraîner à affiner son geste et continuer à s'exercer. Et là, il va rentrer en concentration intense, dans le principe de répétition qu'on connaît lorsqu'on connaît un petit peu la pédagogie Montessori. Et on a un enfant qui va pouvoir refaire, moi je vois des enfants très jeunes, hein, 8, 9, 10 mois, qui vont refaire la balle dans le trou de la boîte d'encastrement de la balle et la pente. J'ai des bébés de 8 mois, ils vont la mettre 20, 30, 40 fois d'affilée. On voit bien que Mm. l'enfant, c'est pas parce qu'on est là derrière avec un coach qui lui dit allez, encore une fois, allez, encore une fois. Non, le bébé, il fait ça, c'est spontané, c'est parce qu'il y a un besoin de répondre à quelque chose d'interne, il y a un besoin de développement, il y va, il s'entraîne et il est passionné par ce qu'il fait parce que ça résonne juste à l'intérieur. Il a trouvé l'activité qui résonne et qui répond à son besoin. Du coup, il y va à fond, il est concentré, il répète, voilà, et il le fait de manière très calme, très posée. Et Mm. il n'y a pas de souci. Et donc, quand on arrive par le libre choix de l'activité et par l'observation d'enfant à proposer, parce que bon, quand c'est un bébé tout petit, bien sûr, on va proposer, on va apporter l'activité près du bébé sur le tapis. Mais quand c'est un enfant plus grand, bah, à la maison, je n'ai pas non plus une salle de classe. Donc ma proposition sera tout simplement au travers de ce que je laisse, de ce que j'installe et ce que je prépare sur l'étagère. Parfois, je peux avoir juste 3 activités à la maison, hein, 3 par 3, et puis je fais un roulement en fonction de ce qui va plaire à l'enfant. Eh bien, voilà, si j'arrive à aller dans cette justesse de proposition pour que on réponde aux besoins internes de l'enfant ou du bébé, ou même de l'adolescent, hein, c'est pareil, et bien tout d'un coup, bah, bizarrement, j'ai un enfant qui, 5 minutes avant, bah, sautait partout, criait, était énervé, un petit peu désordonné, etc. Bah, il va s'apaiser, il va se concentrer, il va rentrer dans ce que Maria Montessori appelait l'état de discipline, où la discipline, c'est pas quelque chose qu'on impose de l'extérieur, c'est un état interne où l'enfant s'auto-discipline. Le disciple, c'est l'élève, c'est celui qui se met dans la position d'apprendre. Et donc, je m'auto-discipline, je me mets en situation de pouvoir apprendre. Donc, évidemment, le bébé de 8 mois, quand il remet 8, 10, 12 fois euh, la balle dans le trou de la boîte d'Imbucaré, euh, il est en train de se mettre dans une situation d'apprendre. Voilà, il est en train Mm. d'apprendre. Là Et où c'est là où le rôle de la maman ou du papa ou de l'éducateur, c'est important. C'est en fait, c'est d'observer cet enfant à ce moment-là, et oui. voir qu'il a envie de faire telle chose et non pas on va lui faire autre chose. Si on voit Ah qu'il est oui, intéressé et concentré sur telle chose,
Il faut le laisser justement. C'est ça, c'est Moi, ça. moi d'ailleurs, quand j'ai inscrit Younes dans l'école Montessori, moi, ce qui m'inquiétait, entre guillemets, c'est qu'il fasse 50 000 fois la même activité. Et chose qu'on m'a dit, s'il a envie de balayer pendant 2 ans, il balayera pendant 2 ans, Et ce ne sera pas un problème. entre guillemets. Mais parce qu'après, vous avez justement vos petits secrets par derrière, parce que vous savez très bien amener et inviter justement. Et puis il y Alors, a des petits oui. moments, justement, il faut le replacer en classe. Il y a un cadre, il y a effectivement de l'invitation. C'est pas que du fais ce que tu veux dans la classe. Alors, on va en Il y a parler, des temps. fais ce que tu veux, voilà, on va en parler, parce qu'il y a des enfants qui vont toucher aucune activité. J'en Mm. ai un, hein, l'un des miens, il est comme ça, il a rendu chèvre son éducatrice en communauté enfantine. Il nous a fait le même coup au karaté là cette année avec son instructeur. Il s'éclate, il fait l'andouille, enfin, d'un avis extérieur, on pourrait dire, ouais, il fait l'andouille toute l'année, il fait des galipettes avec ses copains, il perturbe les regroupements, il bavarde, il refuse toutes les propositions de travail, etc. Et puis, à la fin de l'année, le dernier jour, il a fait le coup autant à son éducatrice que à son instructeur de karaté. Le dernier jour, il fournit un travail parfait sur tous les domaines, histoire de montrer, tu vois, toute l'année, en fait, j'ai Ouais, observé. j'ai intégré. C'est Toute assez rentré. et voilà, il faut aussi faire confiance à l'esprit absorbant de l'enfant. On a certains enfants qui sont beaucoup plus à l'aise par l'absorption à distance. Il y en a Mm. certains, donc on va nous, en tant qu'éducatrice, on va vérifier de temps en temps quand même, t'es bien sûr c'est intégré ou t'es pas trop dans la Mm. fuite. Et puis, à un moment donné, il va quand même falloir que la main travaille et qu'elle s'entraîne. Donc, on va essayer de proposer des choses sympas, etc. Donc, nous, on a toutes nos petites astuces. Effectivement. Mais maintenant, il faut qu'on revienne absolument sur le côté l'enfance fait ce qu'il veut. Parce que ça, c'est un truc. On me le demande. Alors, moi, je participe au salon Baby depuis quelques mois, une fois par semestre. Et donc là, en 3 jours, je rencontre 600 personnes, quoi. Et alors, on me dit ah, Montessori, ce truc où les enfants font tout ce qu'ils veulent, c'est ça, c'est le truc des enfants rois. Alors, c'est très chou parce que ça montre bien les inquiétudes des parents qui ont besoin qu'on pose un cadre. Alors, l'enfant fait ce qu'il veut. Oui, au sein du cadre que je vais lui proposer, l'enfant fait ce qu'il veut. Mais mon cadre, il est ferme, il est fixe, il est solide, il est très, très précis et il est très clair. Est-ce que ça te dit, on balaye quelques règles, par exemple, de l'ambiance pour que les enfants travaillent en autonomie? Euh, Ouais. Par exemple, voilà, donc quand je suis dans une classe, j'ai entre 20 et 40 élèves, hein, c'est pas des classes de 10. Et ben, comment on va faire? Comment je vais faire? Bah, par exemple, l'enfant choisit l'activité qu'il fait. C'est lui qui décide l'activité qu'il va prendre et qu'il va faire parmi les activités qui lui ont déjà été présentées. Il ne faut pas oublier cette deuxième partie de phrase. Mm, mm. C'est-à-dire qu'un enfant va pouvoir accéder à une activité à partir du moment où il en a reçu la présentation. À partir du Mm. moment où il a reçu la présentation, et la présentation, pour vous faire une explication très très succincte du déroulé, c'est bien plus profond que ça, mais grosso modo, c'est ben voilà, je te propose le travail, donc je te le nomme. Aujourd'hui, je t'invite à faire avec moi, j'en sais rien, moi, la première boîte des triangles constructeurs, par exemple. Allez hop, je vais sur un Mm. triangle de sensoriel en géométrie avec les 3-6 ans. Donc, c'est des triangles qui vont nous permettre, en les assemblant, de comprendre qu'on peut construire toutes les formes géométriques à partir de triangles. Et donc, nous, on fait ça en maternelle. Donc, aujourd'hui, je vais travailler avec toi. Si tu es, d'accord, j'ai envie de travailler avec toi, la première boîte des triangles constructeurs. Ou bien, c'est à l'initiative de l'enfant qui a envie de faire ce travail-là. On voit que ça correspond avec là où il en est dans sa progression, là où il en est, lui, dans ses compétences, puisqu'on ne va Mm. pas l'emmener à l'échec. Hein. On ne va pas lui montrer quelque chose qui est très, très au-dessus de ses capacités du moment. Puisqu'on l'a observé, on le connaît. Et donc, l'enfant, bon, il nous dit oui, allez, c'est parti, clac. On prend, on s'installe, donc sur un tapis ou à table, selon le cas, machin. Donc, il sait hein, de quoi on parle. On a nommé l'activité déjà une première fois. Et on lui fait la présentation. Donc, je fais l'activité une première fois jusqu'au bout. Et ça, les personnes qui viennent me voir en atelier d'éveil parents-enfants m'entendent souvent dire à leur enfant quand j'ai une présentation à faire. En plus, c'est des enfants qui me voient 1 heure par semaine au mieux quand ils viennent toutes les semaines. Je te montre jusqu'au bout et ensuite c'est toi qui feras jusqu'au bout. Je leur dis aux tout petits parce que Il faut verbaliser dès le début, en fait. quand je suis en 0-3 ans, les tout petits, si tu leur dis pas, ils vont pas comprendre. Attends, tu m'as dit que c'était pour moi Mm. l'activité, et en fait c'est toi qui fais, tu te moques de moi. Donc ils vont m'arracher le truc des mains et j'ai envie de dire, ils auraient bien raison. Donc là,
Je dis, ben, moi, je te montre une première fois jusqu'au bout et ensuite, c'est toi qui fais jusqu'au bout. Donc, déjà, je montre comment on fait un usage correct du matériel. Après, si l'enfant, il essaye toutes les manières différentes d'arriver au même résultat, moi, tant qu'il ne se met pas en danger, qu'il ne met pas en danger le matériel ou les autres enfants, ça ne me dérange pas. Il n'y a pas de problème. Du moment qu'il est dans quelque chose de constructif. C'est-à-dire que, par exemple, le bébé, je lui ai montré, j'ai juste pris la balle, j'ai mise dans le trou de la balle et la pente de la boîte. Bon, bah, la balle, elle revient toute seule parce qu'il y a une pente. Hop, il y a juste à la reprendre et à la remettre dans le trou. Il peut très bien essayer de la mettre dans le trou ou attraper la balle, et régulièrement, c'est ce qu'ils font, et la mettre à la bouche. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Et là, j'ai des parents qui me disent, ah, il fait ses dents, machin. Je dis, non, il fait pas ses dents. Si tu regardes, en fait, le développement du cerveau d'un enfant, c'est au niveau de la bouche, des lèvres, et l'intérieur de la bouche. Voilà. C'est sensoriel. Exactement. C'est là qu'il y a les capteurs sensoriels et tactiles les plus efficaces. Donc, qu'est-ce qu'il est en train de faire quand il prend sa balle et qu'il la tourne dans tous les sens dans sa bouche? Il est en train de se dire comment c'est fichu ce truc-là. C'est dur, c'est mou, c'est rugueux, c'est alvéolé, c'est comment, c'est chaud, c'est froid. Il est en train de cartographier toutes les propriétés physiques de l'objet qu'il a en main. Donc, il est en train de construire le schéma de la balle dans son cerveau. Donc, ça serait quand même fichtrement dommage de l'interrompre. Donc déjà, je vais le laisser faire. Et puis, à un moment donné, il aura bien capté comment est fait cette balle et hop, il essaiera de la mettre à nouveau dans le trou. Et il n'y a pas de souci. Et je vais juste lui laisser le temps de faire ça. C'est très reposant, en fait, quand on y pense, parce qu'en fait, du coup, je ne fais pas grand-chose. Voilà. Donc, je repars sur mon enfant plus grand, par exemple, en 3 à 6 ans, je lui ai montré les triangles constructeurs. Si j'en suis là, c'est qu'il est déjà dans l'ambiance depuis un certain temps, donc il connaît les règles. Une fois que je lui ai montré l'activité, il la refait. Moi, éducatrice, je reste avec l'enfant jusqu'au bout. On ne part pas en plein milieu d'une présentation. C'est pas ça y est, je t'ai montré, tu m'as bien regardé, moi, la superstar éducatrice, et maintenant je te laisse tout seul. Non. Ah, c'est là l'erreur peut-être des parents. Il faut vraiment prendre le temps. Quand on fait cette méthode, il faut vraiment avoir du temps. Ouais. C'est-à-dire que, en fait, je vais demander aux enfants énormément d'autonomie. Pour qu'ils puissent avoir cette autonomie, il faut quand même que leur réservoir affectif il soit rempli. Et donc, à ce moment-là, ces présentations-là sont individuelles. Hein. J'ai une classe de 30 enfants et quand je fais la présentation des triangles constructeurs, je la fais qu'à un seul enfant. Je peux en avoir 3-4 qui gravitent autour pour observer, mais je ne suis pas là pour eux. Je suis là pour l'enfant avec qui je suis en présentation. Et donc, à ce moment-là, tu es à 2000% avec cet enfant-là. C'est vraiment un temps de connexion, un temps qualitatif très, très fort et très puissant. Et ce qui fait que l'enfant, il va faire à son tour l'activité jusqu'au bout. Une fois qu'il a terminé, je vais bien valider avec lui comment on la range. S'il faut, s'il y a une méthode, par exemple, pour les triangles constructeurs, il y a un ordre pour les remettre dans la boîte, je vais lui montrer comment on fait. Et ensuite, on va ramener l'activité à l'étagère ensemble. Et une fois seulement que l'activité est rangée complètement, c'est-à-dire que s'il y avait un tapis, on range aussi le tapis. Une fois oui, le tapis était très important dans la méthode Montessori, c'est toujours sortir ce fameux tapis. Oui, vraiment mettre déjà un cadre là-dedans. Après, voilà. Et donc, une fois que c'est complètement rangé, là, je vais dire, aujourd'hui, je t'ai présenté la première boîte des triangles constructeurs et je vais lui donner le sésame. À partir de maintenant, tu pourras refaire ce travail aussi longtemps et aussi souvent que tu le souhaites. Alors, tu tournes la phrase comme tu veux, on s'en fiche. Mais en gros, tu lui as dit qu'à partir de maintenant, verbaliser. Voilà, cette activité-là, tu la connais. Ensemble, tu la refais quand tu veux. Et si tu t'installes à table et que tu veux la faire 8, 10, 15 fois de suite, c'est OK. Il n'y a pas de problème. Tu peux travailler tranquille. Donc, l'enfant, il est dans un cadre sécurisant pour pouvoir aller vers la concentration. Il sait qu'il peut le faire. Déjà, on lui a montré comment ça se passait. On lui a montré où on le prenait. On lui a montré comment on faisait un usage correct. On lui a montré comment on rangeait. Et on lui a dit qu'il pourrait le refaire autant qu'il veut et aussi longtemps qu'il veut. Elle est là, la clé de l'autonomie. C'est-à-dire que l'enfant, il est satisfait, il est sécure au niveau affectif. Il sait comment se comporter dans la classe. Il sait comment faire le travail. Et du coup, maintenant, il est autonome pour le refaire. La prochaine fois qu'il va faire les triangles constructeurs, il n'aura pas besoin de moi. Peut-être qu'il aura une question à me poser ou qu'il sera fier de me montrer son travail et qu'il va m'interpeller quand je passe à côté parce qu'il va vouloir ou qu'il va venir me chercher et me dire tiens, regarde, j'ai fait ça, je suis super content. Et ce sera super et on partagera la joie ensemble. Mais à aucun moment, il est dépendant de ma validation ou de mon autorisation pour faire un travail. Et il n'est pas non plus dépendant de mon appréciation pour savoir s'il a bien fait ou non. Tout le matériel est autocorrectif. Ce qui fait qu'il est encore plus autonome et que justement, l'erreur n'est qu'une data. Et donc, pour lui, l'erreur, c'est pas un problème, c'est juste une information.
Mais alors là, toi, comment tu gères justement ces enfants? Parce que tu l'as expliqué que Mm. tu étais à 1000% pour cet enfant qui voulait faire les Mm. triangles constructeurs, mais tu as trois, C'est quatre ça. qui gravitent autour. Donc Génial. ils C'est, vont, ils vont justement absorber, hein, ils vont comprendre, ouais. ils vont s'intéresser inconsciemment, ça on va bien le comprendre. Mais en même temps, ils peuvent ressentir du rejet et ils comprennent quand même qu'ils ne sont pas, que t'es pas Alors, là pour eux. Comment toi, tu arrives justement à mettre ce cadre, à comment alors, il y aurait du rejet si je faisais les présentations toujours aux mêmes enfants. Et on est d'accord que ça n'irait pas du tout. Mais étant donné que à leur tour, quand c'est leur moment, je suis à 2000% avec eux aussi, bah ça va en fait. Ils comprennent. En fait, les enfants sont très justes, hein. Ils ont beaucoup besoin de justice. Ça n'irait pas du tout s'il y avait toute mon attention concentrée sur un seul enfant et que les autres étaient délaissés. Et ça, effectivement, ça serait très problématique. Mais si je suis disponible pour chaque enfant en son temps et son moment, il n'y a pas de souci. en Après, fait, ils comprennent qu'il y a un rythme, que c'est chacun leur tour, chacun leur moment. ils comprennent tout à fait. Après, Voilà, et c'est verbalisé. voilà. Et on a aussi des codes. C'est-à-dire que si un enfant a besoin de mon attention alors que je suis en présentation, et ça, c'est un truc commun à toutes les éduques, hein, c'est pas moi, Ouais. hein, Même c'est en tant que maman. Montessori. C'est-à-dire que si l'enfant a besoin de me solliciter alors que je suis déjà en main avec un autre enfant, eh bien, on va avoir un code. Tout simplement, il va venir poser délicatement la main sur mon épaule, en fait, derrière. Mhm. Et il reste et il attend. Et donc, ça veut dire j'ai besoin de toi. Mais il sait que quand je suis en présentation, je ne peux pas lui répondre. Et donc, il sait que je vais terminer avant de pouvoir lui répondre. Moi, si je sens que l'enfant il s'impatiente un petit peu, qu'est-ce que je peux faire en tant qu'adulte? Clac, je pose 3 doigts sur sa main, comme ça, j'ai toujours pas détaché mon regard de l'autre enfant. Je suis toujours avec celui avec qui je suis en présentation. Ah ouais, d'accord, mais tu te mets en connexion avec l'autre. Oui, parce que Genre, si je tourne la tête, je perds le contact ici. Et là, ça va pas bien se passer. Lui, il va tout lâcher, ou alors il va m'envoyer voler le matériel, ou bien il a perdu sa concentration, ou bien il est démotivé. Cette relation-là qu'on a créée, elle est sacrée. Et il faut vraiment la nourrir à ce moment-là. On est là pour lui. Et imagine, et donc l'autre qui a besoin, bah, si, ils sont jeunes quand même, donc si ça, je vois que ça dandine un peu derrière, il s'impatiente, eh bien, je vais poser 3 doigts, histoire de lui dire, ouais, ouais, j'ai vu que tu étais là, t'inquiète pas, j'arrive. Et il n'y a pas mm, de souci, en fait. Et ça, les enfants mm. le comprennent très, très bien. Moi, ça m'a fait beaucoup rigoler, c'est que je connais parfaitement ça, puisque bah, je l'enseigne. Je l'enseigne même à des éducatrices. Je travaille comme ça en classe. J'ai jamais été l'éducatrice de mes enfants. Et ça c'est très bien parce qu'ils ont eu des équipes extraordinaires tous. Voilà, voilà, les collègues. D'ailleurs, s'il y en a qui regardent, franchement, je vous embrasse. Voilà, ça m'a fait rigoler parce qu'au tout début, ma fille, quand elle est rentrée dans sa première ambiance 3-6 ans, la première année, on était à table, je discutais avec mon mari et à un moment donné, elle me pose la main sur le bras parce qu'elle était trop loin pour la poser sur mon épaule et j'ai sursauté, je m'y attendais pas du tout. Et en fait, elle me demandait la parole et c'était rigolo parce qu'elle avait ces appropriations en fait, elle avait parfaitement intégré le code de bah, je vais pas te couper la parole, mais j'ai quand même quelque chose à te dire. J'ai le droit de solliciter ton attention, mais je vais le faire de manière courtoise Mm. et correcte. Et c'est ça, tout est là dans l'essence de cette pédagogie en fait. Oui, C'est que d'ailleurs, moi, je vois la différence entre mes enfants. Par exemple, Younes, qui a été vraiment à 100% Montessori depuis sa jeune enfance, il est pas pareil que mm, mes deux autres, surtout mon troisième. Alors lui, qui a eu beaucoup moins la méthode Montessori, c'est pas pareil. C'est plus entre guillemets, on va dire un terme qu'on n'aime pas trop, caprice. Plus ouais. oh, je suis là et à s'exciter que Younes est beaucoup plus dans le respect, dans Mm. l'attente. Ouais, et c'est ça. Il a son réservoir beaucoup plus facilement plein. Bon, il n'a pas le même âge aussi. Oui, Voilà. aussi, il faut le Mais préciser. on a cette image du porte-avions en fait. Et en tant qu'adulte référent, donc autant en tant que parent que de référent à la crèche ou à la MAM ou que d'éducateur dans la salle, dans la classe, on a ce côté, voilà, il y a cette image qui a été décrite par Isabelle Filiosa que j'adore. On est le porte-avions, en fait. Vous êtes le navire de ravitaillement. Et l'enfant, c'est un avion. Et pour qu'il puisse continuer à être autonome et à voler, en fait, C'est tranquillement pour poser. au-dessus de l'océan, il a besoin d'avoir le réservoir plein, tout simplement. Mm. Et à partir du moment où il voit que tu vas plus toi être dispo pour lui et que il sait pas quand est-ce que tu vas revenir, par exemple, bah, en tant que parent, on connaît très bien ça, hein. Je suis
en téléphone avec mes copines, ou j'ai un coup de fil important, ou je suis en train de faire ma feuille d'imposition, ah bah bizarrement, les enfants, ils ont besoin d'attention à ce moment-là. Et Ah oui, bah parce que, oui. oh là là, attends, le navire porte-avions, il est en train de partir là. Il y a danger là, parce que moi, à un moment donné, je vais manquer de fuel. Comment je vais faire? Et c'est tout simple. Et donc, on va justement, dans toute la préparation de l'environnement, quand on va préparer l'environnement dans la pédagogie Montessori, on va préparer le rythme de la journée, parce que l'environnement, c'est pas que une belle salle avec du matériel bien rangé. Mais je vois, la salle, le matériel, il est bien rangé, il est ordonné, les choses sont prêtes à être utilisées, tout est fonctionnel, tout est propre. Je ne peux pas demander à un enfant de couper proprement sa pomme s'il n'y a pas une poubelle pour le trognon, une éponge pour nettoyer la table et un endroit où mettre la vaisselle sale. Je veux dire, moi, j'ai des gamins de 15-18 mois qui pressent des oranges dans les ateliers d'éveil. Ça ne peut bien se passer que parce qu'il y a tout ce qu'il faut pour nettoyer derrière. Et parce que petit à petit, on va accompagner l'enfant en disant, ah bah regarde, là il y a du jus sur la table, qu'est-ce qu'on peut faire? Viens, on va aller chercher ensemble, je vais te montrer où on range les éponges. Viens, je vais te montrer comment on nettoie la table. Hop, ah, t'as porté de l'eau dans ton pichet? Ah bah regarde, bah, évidemment qu'un enfant de 18 mois qui marche avec un pichet d'eau, va y avoir une petite flaque par terre à un moment donné. Mais c'est pas grave. Ça va me casser les pieds, moi, en tant qu'adulte. Si Eh oui, c'est ça en fait le problème. ça va être invivable. Et là, effectivement, il ne faut pas faire la pédagogie Montessori. Ouais. Si pas prêt à mettre des serpillères à disposition de l'enfant et à lui montrer comment on nettoie. Il faut accepter énormément de choses. Mais c'est ça, si tu penses que soit tu dois descendre tes critères d'exigence et que tu dois avoir une maison sale tout le temps, bah ça va pas marcher. Et puis sérieusement, même pour les enfants, ils n'ont pas envie d'avoir une maison sale ou un lieu de vie sale. Et puis c'est dangereux, ça glisse quand c'est mouillé par terre. Donc on ne peut pas faire ça. Tu n'as pas à user de ta patience et à faire descendre tes critères d'exigence. Mais tu n'as pas non plus à être esclave et à courir derrière le gamin avec les serpillères. Ça, c'est pas OK. Ce qu'on fait vraiment, quand on fait vraiment la pédagogie Montessori, c'est qu'on rend l'enfant acteur de sa vie et autonome. Et l'autonomie, c'est quoi? C'est pas ah, bah t'as renversé, maman va devoir nettoyer. Ou non, t'inquiète pas, chérie, maman va s'en occuper. Ça, c'est pas de l'autonomie. Et c'est pas respectueux ni pour l'adulte, ni pour l'enfant. Là où je vais vraiment être respectueux à l'écoute des besoins de chacun, c'est quand je vais faire OK, ouais, t'as vu, regarde, quand on a transporté le pichet d'eau, t'as renversé un petit peu d'eau par terre. C'est dangereux parce que quelqu'un pourrait glisser. Donc, on va éponger ça tout de suite avant de terminer ton activité. Viens, je vais te montrer où on range les serpillères. Et hop, on éponge en batterie. Et alors là, si t'en as un qui veut pas éponger, qui veut pas. Je suis revenue. Eh ben attends. Eh non, ben, ils veulent pas éponger. Si, ils veulent éponger parce que c'est trop rigolo. Et en plus, Comment tu fais quand t'as un enfant qui veut pas éponger, qui veut pas travailler? Comment tu fais? viens, on fait ensemble. Viens, je fais avec toi, tu m'accompagnes. Au moins, l'enfant assiste pendant que je le fais. Il reste avec moi. C'est pas, il part faire autre chose. Ça, c'est pas possible. D'accord. Donc pour toi, c'est important que quoi qu'il arrive, même si c'est toi au final qui épongera. Même s'il fait pas, il participe, ne serait-ce que par sa présence et il assiste. C'est pas tu pars jouer avec tes voitures pendant que je nettoie. Ça, c'est pas possible. Inconsciemment, il absorbe qu'on nettoie quoi qu'il arrive. Exactement. Et puis, franchement, on va être clair, hein, un enfant de 15 mois, attends, j'allume mon ordinateur parce que sinon, mon téléphone ne charge plus en batterie et c'est pas. Voilà. Un enfant de 15 mois, tu lui proposes d'éponger de l'eau, il arrive en courant. Hein. C'est pas un problème en vrai. Oui. Un problème, tu dis, ah dis donc, t'as renversé, tu vas nettoyer maintenant. Là, oui, effectivement, tu risques de rencontrer des résistances. Mais si tu dis, bah dis donc, il y a de l'eau par terre, qu'est-ce qu'on va faire? Tu vas lui permettre de préserver sa dignité, tu vas lui laisser le choix. Hein? Viens, je vais te montrer où on range les serpillères. Et je vais terminer là-dessus. Je vais terminer avec mon histoire de serpillière qui est très importante. Ça va pas fonctionner si je m'arrête à on a épongé. Il faut que j'ai un endroit où l'enfant va pouvoir déposer le linge sale qui lui soit accessible. Soit c'est accessible à la maison, soit j'ai mis une petite bassine à côté et il sait que voilà, les microfibres, les éponges ou les torchons sales ou les débarbouillettes sales, etc., bah, il y a un petit bac et il les met dedans, tout simplement. Ouais. Si j'ai pas ce petit bac, bah, je vais me retrouver avec plein de serpillères sales qui traînent par terre. C'est tout aussi agaçant pour moi. Ça marche pas. Donc ça, c'est la préparation de l'environnement. J'ai préparé l'environnement pour que l'enfant puisse faire, tout simplement. Tiens, regarde, il y avait un truc, ils avaient fait, on avait passé les délais de confidentialité pour les premières émissions de télé-réalité où ils enfermaient les gens dans des lofts. Et il y a les participants qui avaient témoigné, ils avaient dit on vivait l'horreur parce qu'on n'avait même pas de quoi nettoyer notre lieu de vie.
Et donc, ils étaient enfermés dans des lofts et ils avaient, parce que tu sais, ils n'avaient pas d'occupation. C'était une expérience sociale au départ. Mhm. Ils n'avaient pas de quoi lire, ils n'avaient pas de quoi écrire ni dessiner. Et il y avait bien évidemment aucune communication avec le monde extérieur. Et ils n'avaient pas de quoi faire le ménage. Parce que quand tu t'ennuies, ben, qu'est-ce que tu fais? Tu nettoies. On l'a tous vu pendant le Bah confinement. oui. Et ben là, ils avaient même pas, ils avaient une éponge pour le loft entier. Donc ils disaient, c'est de la torture. Le soin de l'environnement, on aime tous prendre soin de notre... Bien sûr qu'on n'aime pas faire le ménage, mais on aime tous être dans un environnement qui est agréable. Et on n'aime pas faire le ménage parce qu'on nous l'a présenté comme une corvée. Quand tu Ouais. présentes ça comme un acte naturel et normal et te décorrélé de toute émotion, c'est juste, bah, il y a de l'eau par terre, on la nettoie, c'est tout, point. Je suis pas Ouais. fâchée parce qu'il y a de l'eau par terre, c'est juste de l'eau par terre, hein, c'est rien en vrai. Donc voilà. Je suis fâchée si c'est à moi de nettoyer l'eau par terre et que tu en remets 3 carafes d'affilée et que tu fais rien. Là, oui, ça risque de m'agacer. Mais comme je t'ai appris à nettoyer, bah même si tu renverses 3 carafes d'affilée, vu que c'est toi qui vas éponger 3 carafes d'affilée, ça ne me concerne même pas cette histoire. Tu vois Ouais. l'histoire? C'est comme l'enfant, il est responsable de ses actions. Je suis pas Et c'est impactée. important de les initier le plus tôt possible. Et je rebondis par C'est rapport à ça. la phrase de Dianou, qui dit, je trouve que c'est super intéressant et ça me motive encore plus à initier ma fille à cette méthode. Donc, on rappelle que toi, tu fais aussi des ateliers 0-3 ans parce qu'en fait, l'enfant, dès sa naissance, il Oui, absorbe tout. Donc, oui, c'est super important de communiquer c'est ça. et de montrer les choses le plus tôt possible et de leur faire confiance. Oui, leur faire confiance, exactement. En fait, la chose la plus difficile qu'on va avoir à faire, donc on a beaucoup de travail, on va préparer l'environnement, j'aime bien faire le ménage. Euh, Viens chez moi. oui, on va t'inviter là. Mais moi, ça me gêne pas, mais j'ai pas le temps. C'est horrible. Ouais, ça me mange du temps. Du coup, la chose qu'on va se dire, c'est que oui, on va démarrer tout de suite. Je vais avoir, quand je vais décider de rentrer dans cette démarche-là avec mes enfants ou monter ma classe, je vais avoir un gros travail au départ de préparation de moi, de me former, d'avoir les bonnes informations, de préparation de mon environnement, d'aménager mon espace. Est-ce que j'ai bien tout prévu? Est-ce que c'est sécuritaire? Est-ce que l'enfant aura tout ce dont il a besoin pour être autonome? Est-ce que c'est facile de lui montrer? Est-ce que j'ai bien tout ce qu'il faut pour pouvoir, moi, en termes de compétences, de temps, de ressources logistiques, pour pouvoir lui montrer correctement? Et une fois que j'ai bien préparé mon environnement, la tâche la plus difficile, c'est de ne rien faire. C'est-à-dire qu'à partir du moment où j'ai commencé à montrer quelque chose à l'enfant, ce qui va être le plus dur, c'est de fermer ma bouche et garder mes mains immobiles. Ne pas intervenir sur le travail de l'enfant. C'est vraiment le plus difficile. Et moi, je vois des parents qui font zapper des bébés comme ça dans les ateliers d'éveil. C'est des parents qui ne sont pas formés et c'est très bien puisque justement, mon objectif, c'est que ça soit ouvert à tout le monde. Et je vois des parents, moi je suis là pour les accompagner, petit à petit, les parents progressent. Euh, on progresse tous ensemble, mais j'ai des Bah, parents. moi, c'était pour ça que j'avais fait ma formation au préalable, parce que c'est vachement important. Parce que c'est bien joli de voir les images à la télé, sur Internet ou n'importe. Comme moi, j'avais fait, je m'étais dit, ouais, je vais mettre là-dedans, ça sera chouette, ça évitera le stress et ci et ça. Mais en fait, c'est super intéressant aussi de comprendre quelles vont être les démarches, Bah, accepter plein de choses. Comme moi, on m'avait dit, bah, s'il veut balayer pendant 2 ans, il balayera pendant 2 ans. Voilà, et j'acceptais déjà certaines choses. Je me mettais déjà en condition sur pas mal de choses. Donc voilà, c'est vachement important de se former, même pour ça, pour son enfant, pour voilà. soi-même. Younes, bon, il n'était pas trop fan du ballet, je te Non, rassure. ça sur ça, je le sais. Il était plus sur les mathématiques, ça je sais aussi. Ouais, il était super à fond sur les maths à l'époque où il était Il avec moi. n'était pas intéressé par la lecture, ça je le sais aussi. C'est pas grave. Mais bon, c'était pas grave, hein, la preuve, il est bon élève. Je suis sûre que maintenant il lit très bien. Il est très bon élève. Et d'ailleurs, c'est ça, quand on parle de respecter le rythme de l'enfant, alors souvent on parle de respect des rythmes de l'enfant, on pense au rythme biologique, de sommeil, de nourriture, etc. Mais ça va beaucoup plus loin que ce qu'on croit parce que on va rendre le cerveau totalement ouvert aux apprentissages. Et comment on va faire? Bah, si l'enfant a faim, il y a de quoi se préparer un petit snack sain, hein, bien sûr. C'est pas un paquet de chips qui peut s'ouvrir. C'est il va se couper une pomme, il va manger des pommes, il va même les partager avec ses copains. On est dans la grâce et courtoisie, etc. Voilà. S'il a soif, il a de quoi se servir un verre d'eau. S'il a besoin d'aller aux toilettes, il n'est pas dépendant
des horaires de l'adulte. Il n'est pas dépendant d'une autorisation ou du bon vouloir de l'adulte. Il va aux toilettes quand il en a besoin, quand il en ressent Mm. l'envie et le besoin. Et ça, c'est très, très, très important parce que, regarde, qu'est-ce qu'on fait? On passe tout l'été, là, ça y est, là, c'est les vacances, elles ont démarré ce soir. On va passer tout l'été à dire à tous les petits bouts qui sont chez les asthmates, en crèche, etc. Allez, allez, il faut que tu sois propre, hein, parce qu'à la rentrée, il y a la maternelle, il faut que tu sois propre pour entrer en maternelle. Alors, on va préciser deux petites choses. Un, dans la loi, il est interdit de refuser un enfant à l'école sous prétexte qu'il n'a pas acquis la continence. Première chose, la condition de propreté pour entrer à l'école, c'est pas vrai. Alors, bon, c'est pas cool pour les ATSEM et les profs parce ils n'ont pas la structure pour accueillir correctement des enfants qui porteraient encore des couches. Mais le problème, c'est que ça, c'est source de violence inouïe hein, à la maison parce que on a des enfants qui sont pas prêts et du coup des adultes qui sont en panique et qui se retrouvent à forcer l'enfant. Donc ça, c'est un vrai sujet. Donc depuis quand même plus de 20 ans, hein, c'est interdit de refuser un enfant sous prétexte qu'il n'est pas acquis la continence. Donc ça peut-être temps de se mettre à jour. Ensuite, deuxièmement, bah, on ne dit pas qu'il n'est pas propre. C'est pas s'il n'est pas sale, en fait. C'est juste qu'il n'a pas acquis la continence. Mm. Et puis alors, c'est trop mignon parce que donc, tu as travaillé avec ton enfant pour qu'il acquiert la continence. T'as pas pu trop bien respecter son rythme, mais coup de chance, ça passait en même temps où il était prêt, clac. Allez, pendant l'été, là, hop, il acquiert la continence. En septembre, qu'est-ce qui va se passer? Il va rentrer à l'école en petite section. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va dire, allez les enfants, c'est l'heure d'aller faire pipi. Mm. On a passé 3 mois ou un an ou plus à t'apprendre à sentir ton corps. Et bam, eh ben non, maintenant, c'est plus quand toi tu veux, quand on a besoin, c'est quand on te le dit. C'est-à-dire que moi, adulte ou externe, je suis plus compétent que toi pour savoir ce qui se passe à l'intérieur de ton propre corps. Il y a un Mm. gros souci là-dessus avec l'autonomie, avec la dignité, avec... Enfin, voilà, c'est quand même pas chouette. Donc, Mm. ce qui serait vraiment top dans le monde idéal, et ce qu'on a souvent dans les écoles Montessori, c'est qu'on a des WC attenants à la classe, voire même sans porte, avec des cloisons, hein, pour Oui, les je me souviens. Il y avait un plaisir. petit rideau. Mais il y a pas de... Voilà, l'enfant a son intimité, mais il n'a même pas besoin d'avoir à ouvrir une porte, etc. On demande bien aux parents de ne pas mettre des bodys à des enfants qui sont censés aller aux toilettes tout seuls ni les boutons du jean ou la ceinture serrée ou les bretelles qui ne s'enlèvent pas, enfin voilà, ou la salopette. On leur demande de mettre des vêtements qui sont faciles à enlever et à mettre seuls. Et nous, on est tout à fait capable, quand l'enfant a besoin, nous demande de l'aide, d'aller l'aider. Mais généralement, ils acquièrent très très rapidement, pour ceux qui ne l'ont pas encore, ils acquièrent la continence en quelques semaines. C'est une affaire réglée, ne serait-ce que parce qu'ils voient les autres faire et du coup, par mimétisme, rapidement, ça vient. Donc, chez nous, la continence, c'est un non-sujet. Et les WC, c'est un non-sujet aussi. Moi, j'ai vu ma fille à 6 ans complètement choquée de voir qu'on punissait les enfants s'ils demandaient à aller aux toilettes pendant les temps de classe parce que ça perturbait le cours, parce que tu comprends, sinon, s'il y en a un qui demande, ils veulent tous y aller en même temps. Mm. Pour nous, c'est aberrant, ça, quand on vient de Ouais. pédagogie. Mais moi, je le vis avec mes enfants qui sont en école normale. Donc après, j'ai beaucoup verbalisé sur ça. Je leur ai beaucoup expliqué, malheureusement. Mais quand on leur verbalise, justement, on en revient sur ça. Tant qu'on Et leur dit, qu'on leur explique, ils comprennent très bien. Ouais. bah voilà. Tant que c'est expliqué, il n'y a pas de souci. Enfin, Donc, c'est je... expliqué, ils comprennent très bien. Mais moi, j'ai vu ma fille me dire, mais maman, j'ai peur d'être punie, je ne comprends pas pourquoi j'ai pas le droit d'aller aux toilettes. Et je lui dis, bah écoute, j'ai vachement de mal à comprendre moi aussi, je vais en parler avec ton professeur. Et il me dit, mais sinon, vous comprenez pas, ils veulent tous y aller, ils perturbent le cours. Il Ouais. suffirait de tout simplement, bon après ils ont 6 ans, les couloirs sont très grands, ils se perdent, des machins, il y a une responsabilité, je peux comprendre. Mais si j'ai au niveau des locaux des WC qui sont proches, même s'ils sont pas collés, je veux dire à 6 ans, on n'a pas besoin qu'ils soient collés, qui sont proches des salles de classe, les enfants peuvent très bien aller au WC sans même demander l'autorisation. Ils peuvent Mm. juste informer. Dans les classes Montessori où les WC sont externes à la salle et où il y a des portes à franchir, on a un système, soit avec un badge ou un collier ou un truc, que l'enfant va prendre avec lui quand il va aux toilettes.
Et nous, on regarde, on voit qu'il nous manque un enfant dans la classe, ou bien un enfant veut aller aux toilettes. Si, mettons, j'ai 2 WC, bah, j'ai 2 colliers dans la salle. Je vois qu'il reste qu'un seul collier, bah, il n'y a qu'une place aux toilettes. Je vois qu'il n'y a plus de collier, bah, il n'y a plus de place aux toilettes. J'attends que l'autre enfant revienne et pose le collier. Et donc, du coup, j'ai pas 5 enfants dans les toilettes en même temps, pendant qu'il y en a 2 qui sont assis en train de faire leur affaire, et 5 autres qui font n'importe quoi autour, parce qu'au bout d'un moment, avec la tente, etc., ils se mettent à avoir une ambiance qui En dérape. agitation. Voilà, tout ça, c'est de la préparation de l'environnement. Voilà, tout ça, c'est cadré, etc. Donc, on a prévu pour que l'enfant puisse aller de manière autonome aux toilettes. On ne l'a pas rendu, encore une fois, dépendant de l'adulte. Alors, c'est beaucoup de boulot de préparation. Il faut bien Ouais, réfléchir. voilà, c'est ça, il faut bien le dire. C'est Voilà, surtout ça, la magie de Montessori, c'est l'adulte. c'est ça. On réfléchit le truc, on prépare l'environnement en pensant à l'enfant. On prépare les choses et on explique, on verbalise, on montre et puis ça marche, hein. Et du coup, je vous dis, les toilettes, c'est une absence de sujet, hein. Ça, on s'en Ouais, fiche. mais même jusqu'au Alors, collège, c'est pour ça, hein. ah bah oui, Même oui. quand on est Tu grand. vas, tu vas dans les ambiances 6-12 ans, hein, âge primaire. Il y a 30 gamins dans la classe. Les toilettes, c'est une absence totale de sujet. Mais Mm. vraiment, c'est quoi les toilettes? On s'en fiche en fait. On n'en parle même pas. Et en maternelle, c'est pareil. Tu vas en 3-6 ans, c'est pareil. Oui, bon, oui, bah, les toilettes, bah tiens, voilà comment c'est organisé chez nous. Et puis c'est tout. Il y a pas de. C'est pas géré par l'adulte. Voilà. Et tout ça, ça va être intéressant. Après, tu parlais aussi de comment on fait pour que les enfants, quand je suis en présentation avec un enfant, pour que les autres autour ne se sentent pas délaissés. Ça me fait penser à autre chose. On a quelque chose, nous, de très, très particulier. C'est que, et pour moi, ça me semble tout à fait normal, on mange avec les enfants. Ouais. On a des pauses, évidemment, mais le temps du repas, c'est un temps, grâce et courtoisie, hein, toujours, où on partage et on mange avec les enfants, on est assis avec eux, et c'est génial, c'est des moments où on discute. En plus, souvent, c'est des écoles où il n'y a pas de cantine, donc chacun C'est ramène, la lunchbox. ouais, la Non, c'est fameuse bien. lunchbox. Ah, c'est une joie de la préparer pour les parents. Mais, Bah, euh, d'ailleurs, mais c'est génial non, parce que mais c'est sympa parce qu'après, on sait ce qu'ils mangent aussi. Parce que du coup, déjà, l'avantage de la lunchbox, c'est que vous ne jetez pas. oui, alors Il y a, ça dépend des écoles. ouais. Mais, Bon, mais en tout cas, moi, j'ai jamais vu jeter. Enfin, même là où mon fils, il a une lunchbox, jamais c'est jeté. Donc, on voit ce que l'enfant a mangé au final. c'est Et ça. puis, bah, on maîtrise hein, aussi ce qu'il va manger. Puis, il peut Oui, découvrir aussi d'autres choses avec les autres. Parce que moi, je sais qu'Younes, souvent, il me disait, ah, il y a un tel, il a mangé tel truc. J'ai envie de c'est ça. goûter. Moi aussi. Ah ben les jours de couscous, nous on était au courant, hein. Il était trop fier. Alors, à l'époque, en plus, c'était pas moi, c'était ma belle-mère qui faisait les Oui, oui, il en couscous. Maintenant, parlait. je savais faire. Il en parlait beaucoup. Il était trop fier de ramener ça et tout. Et tu sais, ah, je te ferai goûter mon couscous à midi et tout. Il en parlait d'avance, c'était trop mignon. Mais c'est ça aussi, voilà, c'est du partage. Il y a du partage culturel, il y a du partage de ah, j'ai préparé ça avec mes parents. Ou ah, qu'est-ce qu'il m'a fait mon père aujourd'hui? Qu'est-ce qu'elle m'a fait ma mère aujourd'hui? Du coup, c'est un petit bout aussi de ah, mon parent, il a pensé à moi et tout. Donc, quand j'ouvre ma lunchbox à la moitié de la journée, ah, bah, ça fait plaisir, quoi. Des fois, j'avais des parents, ils laissaient des petits mots pour leurs enfants et tout. C'était trop Non, chou. c'est mignon. Voilà, il y avait plein de trucs. Il y avait des enfants, ah ben moi je mange que bio, ben moi je mange que végétarien, ah ben moi je mange pas de porc, ah Moi, ben je mange halal. et voilà, c'est ça, moi je mange halal, ah moi je mange cachère et tout. Et c'est merveilleux parce qu'il y a des discussions vraiment fabuleuses et c'est vraiment de l'ouverture, de la culture et tout. Et, euh, et puis ben, nous, on est là, on est avec eux, donc déjà il n'y a pas de dérapage. Il y a toujours un adulte qui connaît très bien les enfants, qui sait comment s'est passé leur matinée. Si j'en ai un, j'ai vu qu'il était KO aujourd'hui, il était patraque et tout. Je vais pas l'embêter pendant le repas. Si je vois qu'il a besoin de calme, je vais l'inciter peut-être à venir s'asseoir après de moi. Voilà, enfin, on est là aussi, il y a une continuité. Et puis, c'est C'est du important d'avoir ce partage, ouais, d'avoir ce moment. Et c'est important, du coup, de le rappeler que nous aussi, on doit le faire en tant que parents oui, avec nos enfants à la maison. c'est Ça, c'est ça. important.
on mange avec eux, on discute avec eux. Ils nous demandaient, toi, t'as quoi dans ton assiette? Alors moi, j'adorais parce qu'ils étaient tout le temps là. Tu me fais goûter? Je disais, ah non, ça, c'est mon repas. Si j'ai pas mangé mon repas, je vais être grognon, donc c'est mon repas. Et pourquoi tu pars? Je pars. Alors à l'époque, j'allaitais mon fils. Bah, je pars tirer mon lait. Ah non, mais c'est quoi tirer ton lait? Tu vas où et tout? Alors il y en avait qui savaient, il y en avait d'autres qui croyaient que j'allais au supermarché acheter du lait. Enfin, c'était très rigolo. Et ils ne voyaient pas faire, mais juste le fait que j'ai dit, voilà, ils disaient, mais c'est quoi? Bah, j'ai un bébé, et je tire le lait, comme ça, quand demain, je serai à nouveau avec vous en classe, et ben son papa qui le garde, il pourra lui donner son lait, voilà. Et du coup, c'était chou parce que, ah bon, mais ah, d'accord, et tout, et voilà. Il y a plein de choses parce que pour eux, Il c'est y a de pas. l'interaction. Voilà, et on est avec eux, donc on les considère, on apprécie ce temps. Et du coup, c'est du temps informel et on les connaît vraiment. Du coup, à travers ces temps-là, on les connaît super bien, du coup, les enfants. On Et entend des... alors, la méthode Montessori, parce qu'il y avait eu la question plus loin, pour une enfant prématurée, elle peut l'adapter très tôt aussi, cette méthode pour un enfant prématuré? Oh, bah, de toute façon, oui, parce que vu que tu suis l'enfant, c'est bien l'un des cas où tu vas arrêter de t'embêter avec les âges réels, âges corrigés. Ouais. Alors du coup, à partir de quel âge? Parce que ça, cette question, je sais que tu l'as eue et je l'ai eue aussi Ah oui, dans ma boîte à questions. comment tu poses un cadre à 7 mois? J'ai eu la question, c'est ça. Ouais, Ouais. alors moi, c'était pas 7 mois. Moi, j'ai eu comment on met un cadre. C'était plus large comme question. Comment on met un cadre pour un bébé, par exemple. Eh ben, on va le mettre. Déjà, on va le mettre. Mais alors, on va le mettre avec bah, des rituels, tout simplement, avec du rythme. J'ai pour habitude, quand je forme sur l'aménagement de la maison, de leur dire, bon, bah, si vous avez envie que votre enfant, quand il saura marcher et qu'il enlèvera son manteau, il ne le jette pas au milieu du salon, il va falloir deux conditions. La première, bah, c'est qu'il y ait un porte-manteau à sa taille. Mm. Parce que s'il ne peut pas accrocher son manteau, compte pas sur lui pour le faire, c'est normal. Mm. Moi, quand mon mari il me dit ben, moi je range les draps tout en haut de l'armoire, ben, je lui dis bah, ok, ben, c'est toi qui ranges les draps, compte pas sur moi pour le faire. Hein. Ouais. Normal, je suis trop petite. Donc c'est pareil pour l'enfant. Donc premièrement, je vais vérifier est-ce qu'il y a les conditions matérielles. Et ça fait partie du cadre et c'est toujours de la préparation de l'environnement. Et deuxièmement, ça va passer par les rituels. Si quand il est bébé, je lui enlève sa combinaison sur le lit ou au milieu du salon sur le canapé, eh ben, je peux pas m'attendre à ce que dès qu'il va marcher, tout d'un coup, dans sa tête, il bascule et qu'il dise ah bah maintenant je suis grand, alors je me déshabille dans le vestibule. Eh ben non, évidemment. Mm. Donc, je vais dans les rythmes de la journée, dans les actions qu'on fait. L'enfant va gagner en autonomie petit à petit, un pas après l'autre. Et dans les actions que je vais poser, eh ben, quand tout simplement je déshabille mon bébé en rentrant à la maison, ben, si possible, je le fais dans l'entrée. Tout Ouais, simplement. donc on est le reflet. Il faut leur montrer l'exemple. Tout simplement. S'impose. Tout simplement. C'est très très simple. Et C'est moi, tout bête, j'adore. mais voilà. Mais voilà, et moi j'adore parce qu'à chaque fois je fais des parallèles. Alors quand je relis les livres de Maria Montessori, j'adore parce que elle parlait de construction psychique, etc. Et moi à chaque fois je fais des parallèles avec tout ce que j'ai étudié en neurosciences. Et je suis là, mais oui, mais ça c'est des neurones miroirs. Donc en fait, tu peux leur expliquer tout ce que tu veux aux enfants. De toute façon, ils feront pas ce que tu leur dis, ils feront ce que tu leur montres. Et ça, c'est Mm. tout simple en fait, c'est qu'on fait appel aux neurones miroirs. Et donc, c'est très très puissant les neurones miroirs chez le jeune enfant. Et il est en absorption totale de son environnement. Donc tout simplement, bah, tu veux qu'on se déshabille dans l'entrée, et ben on se déshabille dans l'entrée. L'adulte, c'est lui le cadre. C'est lui qui montre C'est c'est comment ça. ça va fonctionner en fait. Voilà. C'est Euh, entre guillemets la grosse clé du succès tout de à cette fait. méthode. Je vais revenir sur les cadres dans l'ambiance. Il y a deux, trois petites choses que j'ai oublié de dire. Donc, j'avais dit qu'on accède à on a le libre accès à une activité à partir du moment où on en a reçu la présentation complète. Ensuite, autre chose, je ne peux prendre un matériel que lorsqu'il est sur l'étagère. Ça, c'est très, très important. Parce que il se peut très bien que j'ai un enfant qui a décidé de démarrer une activité. Hop, Mhm. il a commencé à installer son matériel sur sa table ou sur son tapis. Et puis, bah, il est parti aux toilettes, ou il est parti se laver les mains, ou son activité requiert des déplacements. Et bien, il est évident que si j'en ai un autre qui arrive et qui intervient sur le matériel alors que j'ai le premier enfant qui est déjà en travail dessus, je vais avoir un gros problème. Donc, je ne peux pas avoir un enfant qui dit tiens, j'ai fini, je te passe le plateau. Ça non plus, c'est pas possible. Souvent, D'accord. j'ai des enfants quand j'ai des activités de vie pratique très attrayantes, qu'on renouvelle avec les saisons, etc. Ouais, c'est super, c'est Pâques, j'ai mis des œufs, ou bien on est en hiver, j'ai mis des choses qui font penser à la neige, etc. C'est trop. Désolée, on a été coupé.
Toutes les excuses à tout le monde. Mon téléphone était branché sur mon ordinateur et je ne sais pas ce qui s'est passé. Ça ne chargeait pas, donc il a fini par s'épuiser. Donc je vais le tenir à la main pour pouvoir le brancher directement à la prise. Comme ça, je suis sûre que ça ne se coupe plus. Du coup, je disais, oui, voilà, je peux pas donc prendre un matériel s'il n'est pas sur l'étagère, parce que je pourrais très bien avoir un enfant qui est déjà en train de faire l'activité. Mais de la même manière, quand j'ai un enfant qui est en train de faire une activité, voilà, au début de saison, quand je fais mes changements de saison, c'est super attrayant. Je vais en avoir un qui est là en train de faire son truc, et puis j'en ai un autre qui est à côté, il a très très envie de faire la même activité. Puisque je n'ai jamais deux activités identiques dans la salle. Je ne peux pas avoir deux enfants qui font exactement la même chose en même temps. Il n'y a pas de comparaison possible. On a de la coopération, de la collaboration, de l'entraide, du mentorat même, des plus grands vers les plus jeunes, mais je n'ai pas de compétition possible ni de comparaison. Donc, en fait, ce qui va se passer, c'est que je vais régulièrement avoir un enfant, il attend le matériel, et puis l'autre, il a terminé son activité. Et la tentation est grande de faire tiens, De le prendre directement. eh ben, non, moi, en tant qu'assistante ou qu'éducatrice, Non, il faut en qu'il tant repasse par le qu'adulte, point A. voilà, ça doit repasser par l'étagère. Parce que sinon, enfant A a pris le matériel sur l'étagère, enfant B l'a reçu directement sur la table, et ben, ne compte pas sur l'enfant B quand il aura terminé pour aller le remettre Oui. sur l'étagère. Il va dire c'est pas moi qui l'ai pris après. Oui, mais surtout, il sait même pas où ça se range en fait. Il sait même pas où Ouais. ça va. Donc, comment tu veux qu'il fasse? Donc voilà, tout ça, c'est vraiment très très précis. On va Ouais. vraiment avoir tout La ça. précision, ça c'est important, c'est un autre point clé. Soyez précis les adultes avec l'enfant Soyez précis. et Et pas puis, changer les choses. C'est toujours la même chose, c'est toujours le même rythme. c'est ça. Et on respecte. Et si j'ai besoin, si j'ai un enfant qui a un comportement qui me pose problème, je vais faire très très attention à regarder qu'est-ce qui s'est passé juste avant. Voilà. Dans quel état il est? On va le faire un scan avec l'enfant. Est-ce que tu as chaud? Est-ce que tu as froid? Est-ce que tu as soif? Est-ce que tu as faim? Est-ce que tu as besoin d'aller au WC? Est-ce que tu es fatigué? Est-ce que tu as besoin d'un câlin ou de connexion? Est-ce que tu as envie qu'on lise un livre ensemble, etc. Parce que souvent, les problématiques de comportement des enfants, ben, elles ont une origine. Alors, ça peut être physique, du coup, on a balayé les causes physiques. Et puis, peut-être qu'il s'est tout simplement passé un truc qui ne va pas. J'avais un enfant qui me posait, dont son comportement pouvait me poser problème parfois. Il était capable d'être très virulent dans ses actions, assez intense. Euh, Parce qu'il avait un fort besoin d'ordre. Et si tu n'es pas fin dans ton observation de l'enfant, tu vas avoir l'impression que l'enfant, il fait n'importe quoi et qu'il est violent avec les autres et qu'il balance le matériel dans la classe. Et évidemment que ce sont des comportements qui sont inacceptables. Mais si tu regardes vraiment, par exemple, il se mettait à claquer la porte à 9h01. Moi, j'étais censée fermer la porte de la salle à 9h. L'accueil se faisait de 8h30 à 9h. Et à 9h, normalement, tous les enfants étaient arrivés et la porte est fermée. Je ne discute plus avec les parents. Et tu as toujours des parents retardataires. Et donc, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'à 9h01, 9h02, l'enfant avait repéré l'heure sur l'horloge et ça n'était pas la bonne heure. Qu'est-ce qu'il faisait? Il me montrait, hé, oh, Sève, t'es en retard. Qu'est-ce qu'il faisait? Il claquait la porte super fort. Si j'avais un enfant qui avait les doigts à ce moment-là, ça pouvait être hyper dangereux. Donc, moi, mon boulot, c'est pas de m'en prendre à cet enfant-là, de lui dire, hé, t'as vu, t'as claqué la porte, machin. Non, c'est de regarder, attends, qu'est-ce qui a fait qu'il s'est mis à claquer la porte? Il s'est mis à claquer la porte parce qu'on n'est pas à l'heure. Donc, je pourrais lui crier dessus 150 fois si je veux qu'il n'ait pas le droit de claquer la porte. Tant que je n'ai pas répondu à sa problématique, eh ben, il va avoir besoin de me signifier que ça ne va pas. Et à ce moment-là, le désordre était tel qu'il n'arrivait même plus à me le verbaliser. Donc moi, je vais voir l'enfant et je lui dis, hé, je suis en retard, c'est ça? Il me fait oui. Et je dis, ok. Alors, tu me laisses juste regarder. Il y a encore un enfant dans le couloir. Bon, on le laisse arriver. Et quand il sera arrivé et rentré, tu voudras bien, c'est toi qui fermeras la porte et tu la fermes le plus doucement possible, sans bruit. Et du coup, il était responsable de la porte et ça marchait. Et comme je lui avais redonné un certain contrôle sur la situation, le désordre qui était inéluctable, puisqu'il était dépendant ni de lui ni de moi, mais on est d'accord qu'il n'aurait pas dû y avoir ce désordre-là, il lui devenait tout à coup plus supportable et plus gérable. Et ça, j'aurais pas pu le faire si j'avais regardé juste avec mes lunettes d'adulte, dans mon monde d'adulte complètement égocentré, de dire ah mais dis donc, mon besoin que les enfants soient tous en sécurité n'est pas respecté, j'en ai un qui claque la porte, dis donc il est violent.
Oui, mais Mm. alors attends, moi j'ai besoin que tous les enfants soient en sécurité, c'est un besoin légitime, il est très 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 important. Mais c'est quoi le besoin de l'enfant? Son besoin à lui, c'est qu'il y ait l'ordre, les consignes qui soient respectées. Et Mm. si je fais en sorte que son besoin soit reconnu et Ouais, assouvi, il a été mis en valeur, il était le responsable de la porte. oui, et puis donc je lui ai redonné du contrôle, mais surtout, je lui dis, ok, ça te gêne vraiment qu'on soit en retard? Il me dit, ben oui, c'est pas normal. Mais, et oui, lui, tous les matins, on lui dit de se dépêcher pour être à l'heure. Attends, c'est pas acceptable. Il a 4 ans, il fait tout ce qu'il peut pour se dépêcher pour être à l'heure et mettre ses chaussures. Attends, c'est pas normal que les autres ils soient en retard. Donc, du coup, si tu veux, on va on dit, ok, ouais, je t'ai vu, j'ai entendu ta souffrance, ok. Et ben, par contre, t'as le droit enfin, c'est ok, j'entends ton émotion. Par contre, ton émotion ne peut pas te laisser faire ces gestes-là. Ouais. Pas ok que tu fasses ce geste-là. Donc, soit on peut changer la situation, soit on peut pas la changer, mais du coup, on va t'aider, te donner un moyen pour mieux la vivre. Et c'est Et là que voilà. c'est génial, la méthode Montessori, même en tant que parent, parce qu'on l'appliquait à la maison. Moi, je Mais sais que ça c'est ça. m'arrive très souvent, hein. Mais J'ai c'est ça. surtout des gros sensibles à la maison, donc Voilà, c'est on est ça. obligé. Et juste t'observes l'enfant, juste l'observer, lui. Tu enlèves tous ces filtres qu'on nous a mis pendant des années avec des Ruffo à la télé qui nous Mhm. dit voilà et des Freud, l'enfant, ce manipulateur précoce, etc. Voilà, tout ça, c'est bon. On se débarrasse de tout ça et on met nos lunettes en forme de cœur. C'est ce que je dis toujours à mes stagiaires en formation. Tu mets tes lunettes en forme de cœur et tu es avec ton petit filtre d'amour là et tu te souviens d'un truc. C'est que l'enfant, il fait toujours de son mieux. Il fait toujours de son mieux. Donc, même quand il est en train de claquer la porte sur les doigts de l'autre enfant, c'est qu'il y a une raison. Ça ne veut pas dire que je vais le laisser claquer la porte, qu'on ne me fasse pas dire ce que j'ai pas dit, hein, d'accord? Mais par contre, je vais chercher la raison, la cause, pour traiter le problème et pas juste le symptôme. Et là, on est dans une démarche respectueuse. Voilà. Mhm. De moi, des autres enfants et de l'enfant qui a eu un comportement problématique. Et tu noteras même qu'au niveau du vocabulaire, on fait très attention. C'est le comportement qui me pose problème, c'est pas l'enfant. Ouais, mais même pareil, moi, on m'avait appris dans la formation qu'il faut montrer à l'enfant qu'on est nous-mêmes des humains, on n'est pas au-dessus de eux en fait. Non, C'est important que même quand ils posent des questions, que nous, si on ne sait pas y répondre, on a le droit nous-mêmes de dire je ne sais pas, mais je vais me renseigner, je vais regarder. On a le droit de leur verbaliser, leur dire je ne sais pas, mais par contre tu vas voir, je te montre que je vais m'intéresser, que je vais regarder, je vais trouver la solution ou la réponse à ta question. tout à fait. On va chercher ensemble. Et c'est très intéressant. Et puis, on apprend plein de trucs, hein, grâce aux enfants parce qu'ils ont des questions. Très pertinente. Tu sais, quand il a fallu que j'aille analyser comment ça se passait exactement, l'image mentale qu'on construisait quand on rêvait, parce qu'on m'a demandé, mais attends, quand tu rêves, tu deviens le rêve ou bien c'est comme un film. Attends, comment je vais t'expliquer le truc? T'as C'est 5 pas ans. facile, hein. Par contre, il faut leur dire, il faut verbaliser, hein. Moi, je sais qu'il y a des jours, c'est pas facile, Je vais faire mais quelques soit travaux qu'on de recherche. verbalise, qu'on le dit, Mm, c'est ça. Je vais faire et quelques qu'on. travaux de recherche. Ça peut prendre plusieurs jours et je reviens vers toi dès que j'ai une petite réponse. Mais non, mais ça, c'est hyper important. Et puis, tu parles de se mettre au même niveau. Bah, déjà, on mange avec eux. C'est pas je prends ma pause pour aller manger sans les enfants, comme si ils n'étaient pas dignes que je mange à la même table qu'eux, tu vois, dans ce côté très féodal presque, hein, il y a l'élite et puis il y a les autres. Et puis aussi, bah, quand on est en regroupement, il n'y a pas de chair, il n'y a pas de tableau. Je suis pas, l'éducateur n'est pas en avant en fait. On est très effacé. Quand tu rentres dans une ambiance Montessori qui tourne bien, si tu rentres la première fois, en général, tu cherches du regard l'éducateur. Au premier abord, tu le vois pas. Parce que tout simplement, il n'est pas en avant, en fait. On s'en fout, on n'est pas là pour nous. Moi, c'est bon, je suis déjà allée à l'école. Voilà, je suis là pour les enfants. Je suis pas là pour me mettre en avant. Je suis pas la star du show. Comme j'aime bien être un peu la star du show, du coup, je fais des formations. Mais tu vois, le truc, c'est on n'est pas là pour soi se mettre en avant. Et d'ailleurs, dans les regroupements, on est autour de l'ellipse ou du cercle. Donc, c'est une ligne tracée en forme de cercle ou en forme normalement d'ellipse quand on a assez de place dans la salle. Et on est tous au même niveau. Adultes, enfants, on est tous assis par terre, au même niveau les uns les autres.
Et ça change tout. Déjà, tu peux pas gueuler sur les enfants quand tu es assis en tailleur. Ça marche pas. Déjà, ça limite pas mal de choses. On pose la voix. On n'est pas debout en train de parler à un enfant qui est plus bas que nous. On se met à sa hauteur. C'est pareil. Je vais demander aux enfants de se comporter correctement dans la classe. On va leur apprendre à se déplacer en marchant. On va leur apprendre à parler avec une voix plutôt basse. On va leur apprendre à faire du silence. On va leur apprendre à manipuler les objets, à se laver les mains. La chaise, moi je me souviens que même à la formation, on nous montrait que la chaise, c'était pas tu la tires, c'est vraiment tu la lèves, tu la poses doucement. Voilà, c'est vraiment montrer que voilà, il y a une rigueur, il y a des choses, il y a des règles dans une classe Montessori On ou va dans une maison. On va apprendre à porter une chaise, à tirer une chaise, à la installer, à la ranger sans faire de bruit. Et c'est des exemples. Tu vois, si jamais elles sont connectées, je crois que j'en ai vu passer deux, trois, mes stagiaires de formation qualifiante là, qui se préparent à passer leur diplôme d'éducatrice fin août. Elles ont beaucoup rigolé. La dernière fois, on a travaillé sur, lors du dernier stage de formation, là, de week-end. Moi, j'aime bien faire l'andouille des fois. Et comme là, elles sont en fin de formation, je leur ai demandé de faire les présentations. Et moi, j'ai joué l'enfant et je fais l'andouille dans ces cas-là. Et si elle oublie de me faire ranger ma chaise, par exemple, moi, je fais comme font un enfant de moins de 3 ans, puisqu'elle se prépare pour être éduque 0-3 ans. Eh ben, j'ai mon plateau dans les mains. Qu'est-ce que je fais? Ben, je me prends les pieds dans la chaise, hein, tout simplement. Et je me casse la figure. Donc, ça leur fait drôle quand elles me voient, moi, avec mon poids et ma taille d'adulte, me casser la figure avec ma chaise. Ça leur fait bizarre, mais du coup, elles oublient plus. Parce que euh, ces règles, elles sont pas là pour rien. Je leur fais transporter des plateaux avec dedans des matériels en verre, du couteau, des choses qui sont dangereuses. Et bah, il y a un minimum pour être en sécurité. Tu vas tout simplement, bah, quand je me lève, je range ma chaise et ensuite je peux prendre mon plateau pour aller le ramener à l'étagère. C'est tout bête quand on y pense, c'est que du bon sens. Oui, Mais parce que rappelons que parce qu'on a, en tant que parent, on peut avoir tendance à vouloir faire, par exemple, les plateaux de la vie pratique. Et on va se dire, bah, je vais mettre un bol en plastique. Mais en fait, non, c'est plus intéressant de ah oui, non. mettre Ah oui, non. du verre, parce que ça, c'est important. C'est là où un peu Internet a Hmm. un peu enlevé un peu ce côté qui est important de chez Montessori, même si ça saoule pour Oui. les parents. Ça peut casser, malheureusement, ça peut nous saouler nous en tant que parents si on est à la maison, qu'on fait de l'IUF par exemple. Mais c'est important de montrer à l'enfant que ça, il peut casser le verre, il peut se couper aussi, malheureusement. Ah, Mais voilà. il y a plein de choses, hein, il y a plein de raisons. Déjà, ton pichet en verre, il est beaucoup plus lourd. Donc, tu l'as mieux en main, l'enfant le sent mieux et donc il le maîtrise mieux. Tu regardes un enfant, tu lui donnes un gobelet en plastique, il va, un tout petit, hein, un enfant de 14-15 mois. Bon, bah, le gobelet, il va le balancer, hein, c'est pas grave. Tu lui donnes un verre, il va en prendre soin spontanément, intuitivement, il va en prendre soin, il va y faire attention. Déjà, il le sent mieux. Et en plus, il est vraiment, il comprend il pressent la préciosité en fait, et puis la confiance que tu lui accordes. Alors oui, il y aura un peu de verre cassé. Et la concentration est là, en Voilà. plus. Alors moi, je vais te dire un truc, tu vois. Oui, il y a de la casse. Moi, en tant qu'éducatrice, mes pichets, je les achète par 10. D'accord? Bon, en moyenne, j'en ai 4 à poste sur l'atelier. Puisque je vais avoir un verset d'eau, donc un verset, j'ai 2 pigés sur le plateau, un verset de solide, j'en ai 2 aussi, donc allez, j'ai 4 pichets à poste, j'en ai acheté 10. J'en ai acheté 10 il y a, quand est-ce que j'ai refait mon stock où j'avais vraiment plus rien? Il y a 3 ans, 2-3 ans. Bon, bah, je dois encore en avoir 4 ou 5 dans le carton, quoi. Ouais, t'as même pas fait la moitié, Et quoi. tout le temps, je les transporte en caisse, en camion, parce que moi, je fais un atelier que je monte et que je démonte toutes les semaines, voire plusieurs fois par semaine, puisque je les ressors aussi pour les formations. C'est utilisé par des enfants qui viennent de tous horizons, qui sont accompagnés des fois par des parents qui sont pas du tout formés. Donc, des fois, il y a de l'accompagnement. Des fois, il est beaucoup moins précis. Parfois, Ouais. tu es obligé de demander à l'adulte de faire attention au matériel. Voilà, donc voilà, franchement, il n'y a pas tant de casse que ça. Vraiment, il n'y a pas tant de casse que ça. C'est et puis, bah, ça fait partie de la vie. Si tu balances le pichet en verre, et ben, il casse, et ben, tu vas pas le casser 2 fois parce que tu vas pas le balancer 2 fois parce que tu vas très vite te rendre compte qu'il est brisé et que donc maintenant, il faut ramasser et que c'est dangereux. Donc, en plus, on te demande de t'écarter parce qu'effectivement, on va faire participer les enfants au fait de ramasser quand il y a un dégât, mais quand il y a du verre ou des choses qui coupent, il est évident que je fais pas participer les tout petits, hein. D'accord? Ouais.
En Ça va 0,3 ans et en 3,6, quand j'ai du verre brisé, je les fais pas ramasser. On n'est pas non plus là pour leur apprendre à couture. un petit peu. Quand on leur apprend à faire de la couture, c'est pour relire un livre, c'est pour faire de la broderie, mais c'est pas pour faire des points de suture. Hein. On n'en est pas là. On est quand même. C'est pareil quand. On a Karine qui pose une question qui dit, avez-vous des livres à me conseiller pour mettre en place la pédagogie Montessori en crèche? Alors, il y a plein de bons livres. Déjà, commencez par lire L'enfant de Maria Montessori parce que avant de mettre en place des activités, il faut travailler sur votre posture. Voilà, mes stagiaires de formation qualifiante vont vous le dire, elles travaillent 5 mois sur la posture de l'éducateur avant de voir un matériel. Parce que, comme disait Maria Montessori à la fin de sa vie dans ses derniers livres, elle disait ah mais c'est pas possible, ils ont rien compris, ils ont regardé le matériel alors qu'ils auraient dû regarder l'enfant. Déjà lu, bon bah c'est génial, c'est bien, super. Et ben une fois que vous avez la posture, moi j'aime pas vous mettre des livres parce que du coup vous pratiquez pas. Euh, Donc, pratiquer. vous ne pratiquez pas, vous ne faites pas vos réseaux sensoriels, etc. Mhm. J'aurais envie de vous dire, trouvez quelqu'un qui fait des ateliers et allez-y et expérimentez, touchez, sentez, voyez, faites des formations concrètes. Après, il y a quelques livres, vous avez les livres de Charlotte Poussin qui sont très bien, vous avez osé Montessori, osé la pédagogie Montessori 0,3 ans. C'est trop compliqué. Mais moi, je fais ça sur des week-ends. Vous venez en 2 jours, vous avez une initiation. Vous n'êtes pas Ouais, éduqué. je le redis, je l'ai vu, Séverine à l'œuvre. J'ai pas fait ma formation avec Séverine parce que je la connaissais pas à l'époque, mais il y a toujours des formations quoi qu'il arrive. On peut s'adapter dans les horaires. Je pense que même Séverine, en parlant même en privé, elle vous trouvera toujours une jolie solution. Oui, Et oui, c'est oui. vraiment bénéfique parce que moi, je l'ai fait vraiment pour savoir ce que mon fils, oui, où est-ce qu'il allait mettre les pieds, dans quelle école il allait mettre les pieds. Et en fait, ça a été bénéfique, mais vraiment en tout pour moi, que ce soit pour, comme tu as dit, la manipulation, l'expérimentation. Et voilà, je sais où est-ce qu'on allait mettre nos pieds. Et ça m'a changé moi aussi. Faut toucher, faut sentir et il faut essayer. Le coup, là, vous irez voir sur le site des. Je sais pas, je crois pas que je suis censée faire ma promo sur le live. Non, mais après, Je suis pas commerciale. c'est pas une promo, hein, on va dire. Le coup, On en je profite. vous donne un exemple. Moi, les week-ends d'initiation Montessori, où vous apprenez à aménager l'espace, vous apprenez la posture, vous apprenez le développement du cerveau, développement sensoriel, développement de la main, développement du langage et vie pratique. On aborde tout ça en 2 jours. C'est de 9h à 18h les formations. C'est long, je vous en mets plein la tronche. C'est des samedis, dimanches, il y en a une par trimestre et c'est 250 €. Voilà. Comme ça, vous avez toutes les infos. Et j'en fais une par trimestre et on est dans les Yvelines. Mais, c'est des formations d'initiation. T'es pas éduqué à la fin, mais en tout cas, tu as Il y a une bonne base. Il y a une très à la bonne fin, base. vous avez le mode de pensée pour pouvoir vous poser les bonnes questions et puis aussi pas tomber dans les affres du marketing et aller acheter chez certains revendeurs. Vous avez Cultura qui a sorti un matériel dernièrement qui est complètement nul, où il n'y a pas d'autocorrection possible et où on induit l'enfant en erreur. Donc alors là, c'est catastrophique. Vous avez Nature et Découverte qui font du très bon matériel sur certains sujets et sur d'autres c'est n'importe quoi. Pareil chez Oxybul. Donc en fait, quand vous sortez de la formation, vous avez la mécanique de pensée et du coup, vous vous retrouvez devant n'importe quel matos, vous arrivez à comprendre si c'est Montessori, pas Montessori, j'ai envie de dire, on s'en fiche, mais vous arrivez à comprendre si c'est pertinent ou pas. Voilà. Et à déjouer le marketing, à déjouer, voilà, à dire, voilà, là, il y a du bon sens, là, c'est du marketing, on me prend pour un porte-monnaie sur pattes, non, merci. Voilà. Et puis, bon, vous partez à la fin, chez moi, vous partez avec un livret de formation et la possibilité de me contacter n'importe quand pour avoir des infos. Mais voilà pour le petit brief vite fait sur les formations. Mais en tout cas, en crèche, oui, ouais, il y a les livres de Charlotte Poussin sont pas mal. Ils sont pas mal faits, ils sont concrets. Ils sont concrets. Mm. Ouais, 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 ouais. Oui, bah on met On Montessori. peut regarder tout ce qui est Nido, tout ça. Ouais. Voilà, il est pas mal, il est pas mal. Après, si déjà il y a de la bienveillance, il y a de la sécurité affective, il y a de la motricité libre, il y a des interactions sociales de qualité, parce que souvent en crèche, quand tu as 60 berceaux, des fois tu te retrouves avec des rotations d'équipe où tu as 4 professionnels pour 12 bébés, bah, c'est compliqué d'avoir des interactions sociales de qualité avec les petits. Donc, Mhm.
quand tu as déjà tout ça, j'ai envie de te dire, ouais, bon, bah, tu peux faire des activités Montessori, c'est parfait. Et c'est la cerise sur le gâteau. C'est génial. Mhm. Mais voilà, déjà si tu as les bases, eh ben, en avant. Moi, je forme les crèches, hein. Je viens dans les crèches, je fais les journées pédagogiques, hein. Si tu veux pousser auprès de ta, auprès de ta structure. Je suis pas la seule à le faire en plus, hein, même si c'est pas moi. Oui, après, il y a plein de, même maintenant, il y a des personnes qui font même en ligne. Enfin, vraiment, il y a plein Ouais, de ouais. solutions. Il y a plein de Après, solutions bien sûr, c'est comme tout, hein. Il y a de en tout, ligne. hein. Faut se En ligne. renseigner. Je pense que c'est, Montessori, c'est aussi une question de feeling. Donc, il faut avoir un feeling avec, la personne en face de soi. Les formations en ligne, moi, je me méfie énormément parce que c'est craignos quand même. Parce que tu vois, le truc, c'est que t'en as des très bonnes et t'en as des très Oui, terribles. comme tout. Mm. Mais de toute manière, même si tu as une très bonne formation en ligne, il faut la compléter par le fait d'aller C'est toucher. important de manipuler, voilà, de manipuler le matériel, de le voir, de le comprendre. Vraiment, moi, il Parce y a que des sinon, choses que, voilà. voilà, à la fin, tu vas être très très bien informé, mais tu n'es pas formé. Mm, mm. C'est ça. La différence, c'est ça. Après, tout dépend. Voilà, si c'est pour faire un peu vite fait à la maison avec ton enfant, pourquoi pas. Si c'est pour travailler en structure, je vais quand même préférer que vous ayez une formation solide, quoi. Parce que Mm, vu le nombre d'enfants que vous avez, c'est bien de pas. Parce que Montessori, moi, je préfère que vous fassiez pas la pédagogie Montessori si vous n'êtes pas bien formé, parce que ça va aller. Dans la contre-production, parce que tu vas avoir des enfants qui vont se mettre en danger avec des économes qui vont, au lieu d'éplucher les carottes, se passer l'économe sur la joue. Enfin, j'ai pas envie de voir ça. Il y a des choses que moi je vois, si t'as pas le cadre, ça marche pas. Et le cadre, il est essentiel. Donc, qu'est-ce que j'ai dit? Je vous ai parlé de sécurité, je vous ai parlé de nettoyer, de demander de l'aide à l'adulte. Je regarde mes notes là, hein. mm. Euh, la chaise, on en a parlé, le tapis, tu vois, on va leur apprendre à ouvrir et fermer une porte, on va leur apprendre à parler, on va leur apprendre à marcher, mais toujours d'une manière tranquille, quoi. Je vais pas leur dire dans la classe, on crie pas. Ça, je suis pas crédible. Mm. Je vais dire, Ouais, je vais aller le voir et je vais lui dire, dans la classe, on parle avec la petite voix, tu vois. ouais. Je vais lui dire, dans la classe, on se déplace en marchant. Ça te dit, on se promène ensemble dans la classe? D'ailleurs, toi-même, tu es la première à mettre tes émotions de côté quand tu es dans ta classe. Tu oublies tous tes problèmes Ah à oui, côté. ah bah oui, Et oui. c'est important, voilà, de montrer que Je- toi aussi, tu montres l'exemple et Mmh. que, voilà, pour que l'enfant il comprenne et que les règles s'intègrent très vite pour l'enfant. Ah oui, oui, tu respires, hein. Et puis, comme tu dis très bien, tu mets tes émotions de côté. Alors, pas tellement que tu les mets de côté, mais bah, t'es pas là pour toi. Et puis, t'essayes aussi de pas. Alors là, c'est très très important. On va essayer de pas induire. Donc, du coup, quand j'ai l'enfant, il est en train de faire son activité, par exemple, et puis il va me regarder parce qu'il a l'habitude qu'à la maison, on lui dise bravo tout le temps. Et là, il va me regarder, il attend son bravo et il me regarde comme ça. Et, et moi, je suis à côté et puis je fais, Mm. Et moi, ça, je sais que Younes, ça, je lui ai beaucoup appris à prendre du plaisir de lui-même et d'être fier de lui-même, de pas attendre et c'est ça. après moi et de Et, ne pas attendre après les autres. Ça, c'est c'est ça. vraiment, ça, c'est ce que j'ai appris à travers aussi Montessori. Ça, C'est c'est ça. très important parce que c'est vrai on a des bébés au début, on est très gaga et on va avoir tendance à leur dire bravo à tout. Et en fait, non, c'est entre Et guillemets c'est une ça. erreur. Tu passes 15 ans. Bravo, c'est bien. Ah non, là, maman, elle est pas contente. Une cuillère pour papa. Ah, c'est bien, tu m'as ramené une bonne note. Et puis à 15 ans, bah tu comprends pas que c'est pour toi que tu travailles. Mm. Bah ouais, mais attends, ça fait 15 ans que tu dis l'inverse en fait. Donc ça, c'est juste du bon sens quand on y réfléchit. Mais le tout, c'est voilà, d'avoir pris le temps d'y réfléchir et de se dire, ouais, attends. Alors, il y a beaucoup de gens aussi qui vont avoir peur que mon absence de survalidation soit une absence d'enthousiasme. Quand je suis comme ça vis-à-vis d'un enfant qui est là, il attend son bravo, tu vois. Et moi, je suis là, et je le renvoie à lui-même. Ça peut faire bizarre au départ. Après, si j'ai l'enfant, il a fini son travail, il est super content, il a envie de me le partager. Il fait, ah, t'as vu, j'ai fait ça. Je fais, ouais, t'as fait ça, waouh, qu'est-ce que t'en penses et tout. Je vais le renvoyer à lui-même, mais ça veut pas dire que je peux pas traduire mon émotion et ma joie et mon partage. Mm. Content pour lui, quoi, et avec lui. On va être content pour l'enfant et avec l'enfant. Je vais pas être Ouais. content de l'enfant. Nuance. Ça m'a fait super, super mal un jour. J'étais énervée parce qu'on n'est pas infaillible, hein. T'as beau être pro formé, ben, quand t'es maman, t'es au même titre que tout le monde, tu galères. Et ben un jour,
je sais plus, je m'étais fâchée parce que je croyais qu'ils étaient rentrés, ils avaient balancé toutes leurs affaires dans le salon et tout. Et moi, je rentre tard du travail et je dis là, je suis pas contente. Moi, je rentre tard du travail. J'avais envie de passer un moment avec vous et au lieu de ça, je vais être obligée de passer derrière chacun et de ramasser les affaires ou bien de passer du temps à vous demander de le faire. C'est pénible. Moi, je suis vraiment triste parce que il ne reste pas beaucoup de temps avant que vous alliez au lit. J'avais envie qu'on ait du temps de qualité. Et ça, je trouve que c'est saoulant. Et le lendemain, j'ai mon fils, il avait 4 ans à l'époque. Il arrive et tout, il range toutes ses affaires et tout. Et là, il se tourne vers moi et il me dit, t'es heureuse de moi, maman? Et je lui dis, mais qu'est-ce que j'ai fait? T'es heureuse de moi? Mais je suis heureuse tout le temps, en fait, d'être avec toi. Euh, Mm. Attends, on va être clair. Ce qui m'avait saoulée, c'est pas toi, c'est les chaussures par terre. Mm. Ce qui m'avait saoulée, c'est pas ta personne. Mm. Et là, je me dis, mais sur un écart comme ça où j'ai un peu fait ma petite tempête là, je lui ai fait croire que son être était responsable ou non de mon bonheur, quoi. Wow! Mm. Non, Alors non, après, on l'a non, on va lui distraction. enlever ça des épaules. Mon bonheur, il appartient qu'à moi. Son bonheur, il appartient qu'à lui. Je suis pas là pour le rendre Mm. heureux et il n'est pas là pour me rendre heureuse. C'est vraiment chacun sa responsabilité. Moi, je suis là pour lui offrir le cadre dans lequel il peut s'épanouir, pour l'accompagner, pour l'aimer, pour lui donner de l'amour, de l'attention, une bonne éducation, pour rire avec lui. C'est mon job. Et si lui, il décide d'être malheureux, je pourrais rien y faire. C'est pas ma faute. Et de la Mm. même il n'est pas responsable du bonheur de ses parents, quoi. Et je me Ouais. suis dit, mais quelle responsabilité pour des si petites épaules. Oh, c'est fou. Donc, et tu vois, t'as beau être pro, tout le monde est rap. Hein. Et d'ailleurs, j'avais une question, moi qui était venue dans la boîte à questions. C'était, est-ce que tu punis des fois les enfants? Si oui, comment tu fais ça? Jamais. Jamais de la vie. Ah, c'est un gros sujet, ça. On va parler de la chaise d'observation Montessori, là. 2 minutes. Tu connais cette chaise? T'en as entendu parler? Je pense que ça me dit quelque chose, mais alors, premièrement, moi, peut-être que je te dis oui, mais en fait, c'est peut-être non. Alors moi, j'ai vu des structures. Et, C'est la chaise à réflexion, c'est tu t'assois dans un ouais, coin. ouais. Alors Ouais, c'est peut-être ça. ça c'est un coin déguisé. Hein. D'accord? Mm. Pour moi, ça, c'est absolument hors de question. Il y a certaines personnes qui mettent en place dans leur ambiance ou à la maison la chaise d'observation. C'est ton comportement m'a posé problème, je t'envoie sur la chaise à réfléchir ou la chaise d'observation. Ouais, c'est comme nous quand on met un enfant au coin, entre Ben, guillemets. en fait, mets-le carrément au coin, vas-y, assume. Non, ça, c'est un coin déguisé. La chaise d'observation, d'abord, c'est la chaise où l'adulte s'assoit pour observer les enfants, pour son travail pédagogique, pour pouvoir bien connaître où en est chaque enfant, etc., dans sa progression, dans son évolution, dans sa période sensible traversée du moment, etc. Donc, c'est la chaise de l'adulte, mais pas une chaise d'enfant. Et puis, je peux inviter l'enfant qui, en ce moment, est décentré, a du mal à se poser dans la classe, est désorganisé, désorganise les autres. Je vais l'inviter à venir avec moi observer ce qui se passe dans l'ambiance. Mais en aucun cas, je l'éloigne de moi. On est ensemble. C'est un temps de qualité que je lui propose pour l'aider à se recentrer. Si je mets l'enfant tout seul sur sa chaise, que ce soit dans le couloir, déjà c'est interdit pour des raisons de sécurité, ou mais c'est une humiliation déjà, c'est une humiliation devant tous les autres enfants. Et il apprendra rien parce que je mets son cerveau sous stress, donc il apprendra rien. Imaginez qu'on fasse ça au bureau. Ah, t'as pas rendu ton dossier à l'heure, ben maintenant tu vas t'asseoir sur cette chaise-là devant tout le monde et tout l'open space peut te voir. Tu vois la violence du C'est truc? vrai, hein, il faut avoir beaucoup d'empathie en fait. Mais là, tu fais un jackpot au prud'homme, en fait. On fait pas ça à un être humain. Et c'est pas parce qu'il est plus petit que tu peux te permettre n'importe quoi. Ça, c'est juste un coin déguisé et Maria Montessori, elle a jamais fait ça. Non, on punit pas les enfants. On ne les punit pas. Il n'y a pas besoin, en fait. On va recadrer. Si par exemple un enfant est en train de faire n'importe quoi avec le matériel, ben, je vais aller le voir et je vais lui dire, eh, dis donc, c'est pas comme ça que je t'ai présenté l'activité. Et puis si je vois qu'il continue à faire et tout, je lui dis, bon, ben, je vois que là, tu as fait le tour de cette activité, on va la ranger. Et puis tu vas aller regarder, voir si tu trouves quelque chose qui t'intéresse plus. Mais j'ai pas besoin de le punir. Si j'ai un enfant qui a mordu un autre enfant, qui a fait un truc vraiment inacceptable, il a été violent avec un autre enfant, là, mince, quoi, je suis obligée d'intervenir. Est-ce que vous pensez vraiment que ma punition va régler le problème entre les deux enfants?
Rien du tout. Rien du tout. Ça va faire que d'accentuer le bazar. Alors, bon, là, j'avoue, moi, je triche un peu. J'ai une formation en non-violence éducative. Donc là, bah, formez-vous. Moi, je fais une résolution de conflit sans perdant. On fait de l'écoute active, on fait du message-jeu et on fait une résolution de conflit sans perdant. Mais j'ai pas besoin de punir. La punition, c'est un système autoritaire. C'est, Mm. on a une idée très binaire en France où on pense que soit je suis dans l'autorité, soit je suis dans le laxisme. Mais on se rend pas compte qu'en fait, et ça c'est mon épiphanie, moi, quand j'ai découvert le fonctionnement du cerveau, je me suis dit, mais on fait n'importe quoi avec les gamins en France. Parce que je me suis dit, mais en fait, il existe une autre manière de faire. Il y a une troisième manière de faire qui existe, qui n'est ni Ouais, du c'est la combinaison des deux, en fait. Ouais, c'est ni du laxisme, ni de l'autorité. Je ne suis pas dans une relation de pouvoir sur l'enfant ou d'enfant qui aurait du pouvoir sur l'adulte. Non, on a du pouvoir ensemble sur notre vie, notre environnement. Point. On est ensemble, on est dans la coopération et la collaboration. Ça ne veut pas dire que je ne vais pas mettre de limites et que je vais laisser faire des trucs inacceptables. Mm, mm. Mais l'enfant, il va assumer les conséquences de ses actions. Déjà, l'envoyer au coin ou l'envoyer réfléchir parce qu'il a mordu ou parce qu'il a tapé ou parce qu'il a jeté un truc dans la classe, il n'y a aucune corrélation entre l'action et ce qu'il a reçu. Sanctionner, je ne vois pas l'intérêt. Si l'enfant a possibilité de réparer et qu'il est OK pour réparer, que j'ai réussi à amener les choses pour l'emmener en collaboration, et ben du coup, il va faire une réparation. Ce qui est merveilleux dans la réparation, c'est que l'enfant, du coup, n'est plus enfermé dans son statut d'enfant qui a fait une bêtise ou d'enfant violent ou voilà. Donc ça, c'est génial. Du coup, je vais proposer la réparation, je vais l'amener vers la réparation. Et s'il n'y a pas de réparation possible, s'il n'y a pas de réparation acceptée par l'enfant, généralement, c'est parce qu'il y a un mal-être que je n'ai pas identifié. Et donc là, je vais basculer en écoute active pour vraiment identifier quelles sont les causes du comportement. Une fois que j'ai les causes du comportement, eh bien, c'est beaucoup plus facile de détricoter le truc. Si je reprends mon exemple du petit qui claquait la porte à 9h02, j'aurais pu le punir 10 000 fois si je voulais, il aurait continué à claquer la porte tant qu'on était en retard. Tandis qu'une fois que j'ai identifié les causes du comportement, il était responsable de la porte et il me montrait, il me disait, on avait un code, du coup il me disait, Séverine, regarde l'horloge. Je disais, ah oui, alors attends, il reste combien d'enfants dans le couloir? Il en reste 2. Mm. Alors, attends ces 2 enfants-là, et ensuite tu pourras fermer la porte. Ou bien si je voyais que les enfants, ils étaient trop loin à se préparer, je disais, alors tu fermes la porte tout doucement, et quand ils toqueront à la porte, c'est toi qui iras leur ouvrir. Et voilà. Mais tu vois, voilà, je vais pas le laisser continuer à claquer la porte. On est bien d'accord. Mais j'ai pas besoin de le punir. En fait, la punition, on n'en a pas besoin. Mais vraiment, c'est inutile, quoi. C'est une autre alternative, hein. On Ah oui, punit pas, mais par contre, on trouve des solutions et on est dans l'écoute surtout. c'est ça. Alors c'est tout sauf du laxisme, hein, parce que ça demande vachement. Ouais. C'est beaucoup du boulot, comme on peut le comprendre aussi. Et puis, c'est beaucoup d'empathie, se mettre à leur place. Comme tu l'as si bien dit, on est au travail, on se fait pas punir par son patron en étant mis au coin. Et ça, tu as totalement raison de le rappeler aussi, parce que c'est des êtres humains, c'est pas parce qu'ils sont petits qu'on doit les soumettre à nous. Voilà, la violence dans le terme de l'éducation, c'est toujours de la violence. Je ramène souvent les gens vers le documentaire. D'ailleurs, c'est très sympa parce qu'il y a une campagne Ulule maintenant là pour la suite. Mais dans un documentaire qui est sorti en 2019, je crois, ou 2018, qui s'appelle Même qu'on est imbattable, du verbe naître. Même qu'on est imbattable. Ils sont allés en Suède, là où les violences faites aux enfants ont été abolies depuis 39 ans, à l'époque du documentaire. Et ils vont interviewer des parents, des enfants, des jeunes adultes et tout. Et puis, tu as un enfant qui dit mais comment ça, une petite claque? Il n'y a pas de petite claque. Il dit 5 euros, c'est une petite somme. Et pourtant, si je prends dans ton portefeuille, je me sers et je te prends 5 euros, je t'ai quand même volé 5 euros. Même C'est si c'est vrai. une somme, ça reste du vol. Il dit qu'est-ce que tu. Enfin, il n'y a pas une petite violence ou une petite claque. Et ça, c'était un enfant qui expliquait ça. C'est assez incroyable. Et tu te dis, ouais, il n'y a pas de petite violence en fait. Il y C'est a vrai. la violence. C'est-à-dire que des toutes petites violences répétées dans le milieu conjugal ou dans le milieu professionnel, c'est du harcèlement ou de la violence conjugale. Des petites violences répétées quand tu es un adulte en charge de l'éducation d'un enfant, ça s'appelle pas l'éducation, ça s'appelle des violences éducatives ordinaires. Et elles ont de propriété éducative que l'aspect. Parce que en vrai, qu'est-ce qui va sidérer le cerveau?
Et l'enfant, il apprend rien. Tu lui as mis une claque ou tu lui as crié dessus ou tu l'as mis au coin. Il s'est retrouvé en situation de stress. Le cerveau, qu'est-ce qu'il fait? C'est le fight or C'est flight. fermé, Il fige. c'est Le cerveau bloc. est libéré. Du coup, tu peux y aller hein, après. Est-ce que tu veux savoir pourquoi je t'ai mis au coin? Maintenant, je vais t'expliquer pourquoi j'étais fâchée. C'est parce que tu avais fait ça, blablabla. Mais tu peux parler Ouais, tant que tu veux. Ça capte rien là-haut. Il n'y a rien qui passe. Parce que l'enfant, tu lui as figé son cerveau. Donc, il n'apprendra pas. c'est Il vrai. n'apprendra pas. Donc, ça n'a qu'une efficacité apparente sur le moment, parce que tu as suffisamment stressé le cerveau de l'enfant pour qu'il se fige, et du coup, le comportement qui te dérangeait s'arrête à cet instant-là. Mais c'est d'une apparente efficacité redoutable, mais c'est un leurre. C'est un leurre. Parce que du coup, l'enfant n'a rien appris sur le comportement qu'il avait. Rien. Et donc, ça Ouais. ne sert à rien. Et donc, quand tu es vraiment dans une démarche éducative où tu veux faire grandir l'enfant et en faire un citoyen du monde, bah, tu ne cherches pas à le soumettre avec du réflexe de Pavlov comme ça. Tu cherches à lui faire comprendre, à lui faire coopérer. Pourquoi est-ce que j'ai pas envie que tu balances de l'eau par terre? Eh bien, parce que c'est casse-pied à ramasser. Au lieu de passer 3 plombes à te l'expliquer, la fois où tu vas ramasser de l'eau, je vais même pas m'énerver. Je vais dire, tiens, regarde, t'as vu, il y a de l'eau par terre. Viens, on va ramasser ensemble. Tu vas bien voir que pendant que tu ramasses l'eau, tu n'es pas en train d'aller faire ton activité qui te plaisait tant. Donc évidemment qu'au bout d'un moment, intrinsèquement, tu vas intégrer le pourquoi du comment, le pourquoi je ne mets pas d'eau par terre. Il t'a même pas- On te l'explique, tu l'as intégré en fait. C'est comme ça. Et c'est là que tu fais des êtres vraiment purement autonomes et libres penseurs. Du coup, pour l'adulte qui voudrait avoir des enfants qui soient obéissants et qui se taisent, bah, ça fait des enfants insolents. Ouais. Mais l'insolence, ça ne veut pas dire le manque de respect. Non, ça c'est vrai. Bon après moi j'ai un enfant qui est très curieux, qui voilà, qui pense beaucoup aussi, qui réfléchit beaucoup du coup. Mais Ouais. je trouve ça super intéressant et même j'ai de la chance, il est dans une très bonne école, il est apprécié pour ça justement. C'est important parce qu'il a appris du coup à s'exprimer et à penser autrement. Et ça je sais que c'est par rapport à tout ce qu'il a fait en maternelle Montessori que cette méthode c'est pas pour rien et que elle est très juste. Déjà, il a eu le droit à l'erreur, il a vu des adultes se tromper, il a partagé des moments avec des adultes, il a des moments de qualité et pas juste en transmission descendante, des vrais partages, des vrais échanges. Et il a aussi, parce que bon, il y a des profs extraordinaires dans l'éducation nationale qui ont des moments d'échange extra avec les enfants, mais les conditions dans lesquelles on met ces profs pour travailler ne favorisent pas ça, quoi. Hein, c'est énergivores et ils doivent regorger de trésors d'ingéniosité pour pouvoir y arriver. Donc, c'est quand même dommage parce qu'il y a des moyens pour y arriver facilement. Mais du coup, il a partagé et puis il a le droit de dire, enfin, moi, j'ai aucun problème. J'ai beau, comme t'es pas en quête d'une autorité, comme tu es juste et droit et que tu sais ce que tu fais, tu sais pourquoi tu le fais, etc. Je veux dire, il n'y a aucun problème si au moment du regroupement, enfin, moi, j'ai pas de souci, je suis en regroupement, j'ai 20 gamins de 2 ans, j'ai fait une erreur, il y en a un qui me le dit. Moi, ça m'est déjà arrivé, hein, j'ai un enfant, alors j'avais une ambiance, on prenait des petites galettes de chaises pour les mettre au sol parce que le carrelage était froid. Et quand on s'installait en regroupement, on s'installait les fesses sur les galettes. Et c'était la règle, parce que ça permettait aussi de délimiter la place assise, parce qu'à 2 ans, tu sais, c'est difficile de rester assis 15 minutes le temps des comptines et du livre. Et du coup, ils avaient tendance à aller un peu les uns sur les autres. Donc, ça perturbait tout. Donc, la galette me permettait que bah, l'enfant, il avait pris sa galette, il s'était installé, et voilà. Et puis, un jour, j'oublie ma galette. Et devant le regroupement, je suis sur le point de démarrer ma comptine ou mon livre. Tout le monde est hyper concentré et tout. Je les ai fait s'apaiser, on a respiré, tout le monde est hyper à l'écoute. Et là, j'ai un gamin qui me dit, bah Séverine, t'as pas pris ta galette. Il me pète mon regroupement. J'aurais pu être en quête de l'autorité et lui dire, mêle-toi tes affaires, je suis l'adulte, je fais ce que je veux. Ou je Non, sais il pas. avait raison. Et tu vois, je suis obligée de réfléchir pour imaginer ces réponses-là. Ma réponse a été, oh, j'ai oublié ma galette. Attends, je vais la chercher. Clac, je vais chercher la galette, je la prends, je m'assois dessus et voilà. Qu'est-ce que j'ai fait quand j'ai fait ça? Bah, j'ai montré que je peux me tromper. J'ai montré que je corrige mon erreur. J'ai montré que c'est OK de se tromper et qu'on s'en fiche. Et puis, j'ai aussi été corriger l'erreur pour que lui, le truc qui avait fait bugger son cerveau, qui faisait que de toute façon, il n'aurait pas pu écouter mon histoire, c'est bon, c'est revenu dans l'ordre. Il va pouvoir faire la lecture du livre. Et que le cadre est respecté. Et le cadre est respecté. Comment tu veux que lui, la prochaine fois, il se mette sur sa galette si moi, La j'applique pas? boucle est bouclée. Tout est là. Et
Et c'est bête comme chou. Il faut accepter d'être remis en question par des mômes de 14 mois, 2 ans et tout. Il y a Maja, du compte Les Lunettes de Maja, qui avait publié un truc que j'avais adoré. Elle avait dit, quand tu as des adultes qui disent, mais c'est quoi ces enfants qui répondent? Elle disait, bah, ça s'appelle une conversation. Mm. C'est quoi le problème, en fait? C'est quoi le problème? Enfin, moi, j'adore ça, parce que c'est vrai, c'est juste ça. Ça s'appelle une conversation. Mm. Oui, alors, bien évidemment, je ne vais pas laisser mon enfant m'insulter ou me dire des gros mots ou mal me parler, etc. Mais on est bien d'accord. Mais il y a une différence entre accepter que l'enfant nous dise, là, tu t'es trompé, et que Pour ton verbaliser quoi qu'il arrive et le dire. enfant te manque de respect. Ça n'a rien à voir. Mm. Et rien à Mm. voir. Donc voilà, du coup, c'est ça. Ouais. Je ne sais pas si toi, tu as fait le tour par rapport à tous les cadres, enfin tout ce que tu voulais dire, ou si tu Ouais. veux qu'on réponde encore à certaines questions, s'il y a des questions encore. Alors moi, ça va. Je sais pas si toi, tu as lu, parce que j'ai pas trop lu. Là, j'ai rapproché parce que j'avais plus de batterie. Donc, je tiens mon téléphone à bout de bras. C'est pour ça, ça bouge. Désolée. Euh, Mais je sais pas si toi, tu as lu d'autres questions. Moi, j'ai vu tout. Je sais qu'il y avait Marine qui m'avait demandé ouais, comment tu poses le cadre à 7 mois. Bah, déjà, ouais, petit truc que j'ai oublié de préciser. J'ai dit, bah, c'est dans les rituels quotidiens. Mais il y a aussi, par exemple, quand tu es vraiment en activité, bah, même à 7 mois, tu vas avec le bébé dans les bras chercher le tapis, tu installes le tapis. Ensuite, tu prends le matériel, tu t'installes sur le tapis avec le matériel, avec le bébé. Et quand l'enfant a vraiment terminé, bah, du coup, on range ensemble le matériel et il est près de toi quand tu roules le tapis et tu vas avec lui pour remettre le tapis. Bien évidemment que c'est pas ton bébé de 7 mois qui va rouler le tapis, qui va ramener la boîte dans l'étagère, bien évidemment. Mais il y assiste, il y participe d'une certaine manière Et il absorbe, et il du coup. absorbe. Exactement, il absorbe, Ils il sont absorbe. des éponges. Oh là oui, voilà. Donc ouais, c'est à travers tout ça. C'est à travers toutes ces petites choses, quoi. Voilà, je crois que j'ai à peu près balayé. En tout cas, je reprends mes notes. Ouais, moi je regardais encore là, je ziotais, mais non, je vois pas d'autres. Euh... Ouais. Si j'avais une question qui avait été notée, c'était comment on fait pour l'enfant fasse seul, par exemple son repas, la vie pratique. Si t'as des enfants si t'as plusieurs enfants aussi, comment ça se Ah oui, passe? j'avais noté aussi d'autres trucs. Ah oui. Alors, comment tu fais? Hmm. Comment tu fais pour que l'enfant fasse seul? Alors, la vie pratique, je l'ai dit, je vais avoir tout le matériel pour pouvoir nettoyer à disposition. C'est très, très Mhm. important. Et puis, ben, on va démarrer tranquillement, hein. L'enfant, quand il est marcheur stable, vers 15, 16, 17 mois, suivant où il en est dans son stade à lui, on va commencer les activités de vie pratique. La cuisine, ça marche bien. Je vais démarrer par tartiner du fromage sur une galette de riz, tu vois. Après, Toujours être à l'écoute de l'enfant, faire attention à son évolution, à ce qu'il est capable. ce qu'il veut, ce qu'il est capable. Ensuite, On va quand pas lui demander de faire un gâteau au chocolat tout de suite. oui, tu peux, mais évidemment qu'au départ, il va surtout touiller. Il va pas te faire les œufs, Mhm. la farine, le machin, dans le bon ordre, en suivant les pictogrammes, en reproduisant un modèle, avec un algorithme, Mhm. tout. Bien sûr que non. Ça viendra, Mhm. mais on démarre tranquille. Quand, par Lui faire exemple, confiance. voilà, il a 15 mois, au début, il va apprendre à laver un légume. Ensuite, il va Mhm. éplucher ce légume. Mais c'est une autre activité. Dans un Mhm. second temps, quand il maîtrise bien laver un légume, quand il maîtrisera bien éplucher un légume, il va peut-être apprendre à couper un légume. Et quand il maîtrisera bien, ben, il en aura fait plein, il va apprendre aussi à faire la vaisselle. Et un jour, il aura 2 ou 3 ans et il va être capable de tout enchaîner. Il va te laver un légume, il va Voilà. l'éplucher, il va le couper, il va le manger, il va faire la vaisselle, il va nettoyer sa table. Et là, il a déjà fait des séquences longues. Son travail, il dure 40 minutes. Il est hyper concentré, il est posé, il a mémorisé toutes les étapes, il les fait dans l'ordre, etc. Mais ça prend du temps. Ça vient pas, Mhm. c'est pas dès la première fois. Mhm. Euh, Autre chose aussi, tu vas montrer correctement, parce que si tu montres pas correctement, tu vas avoir un mauvais usage du couteau. Par exemple, pourquoi est-ce que je me casse la binette avec des plateaux en vie pratique? Alors à la maison, je mets pas de plateau parce que c'est facile. Moi, j'ai pris une vieille desserte, enfin non pas une desserte, une vieille table de chevet de chez Ikea, tu vois, où il y a 2 tiroirs. Et ça, c'est mon meuble de cuisine pour les enfants. Tiroir du haut, j'ai mis trois, j'ai mangé de la glace, j'ai récupéré les bacs à glace, donc c'est pas forcément cher, hein. Tu vois, c'est que de la récup. J'ai récupéré les bacs à glace et il y en a un, c'est pour les cuillères, l'autre, c'est pour les couteaux, l'autre, c'est pour les fourchettes. Devant, j'ai mis les verres
Et le tiroir du dessous, il y a les assiettes et le matériel, les planchers découpés, les couteaux de cuisine, le presse-agrumes, le coupe-pomme, les trucs comme ça. Bon, moi, ils n'ont pas à se déplacer parce que du coup, le dessus de la table de chevet leur sert de plan de travail, c'est à la bonne hauteur. Mais si j'ai besoin qu'ils se déplacent, comme par exemple dans mon ambiance classe ou en crèche ou en MAM, mais c'est sur un plateau. Je vais pas avoir un enfant qui se déplace avec un couteau dans la main. Parce que s'il tombe, Mhm. c'est dangereux. Ou s'il se cogne contre un autre enfant, c'est dangereux. Donc il porte le plateau il est posé dans le couteau, dans le plateau, s'il tombe, le couteau, au pire, il vole un peu, mais il ira se planter nulle part, en fait. Voilà. Mhm. Et donc tout ça, c'est très important. Donc j'ai du matériel adapté à la taille, à la force de l'enfant. Euh, Mhm. et voilà, tout ça, c'est très, très important. Et Donc comme ça, tu as dit, c'est important d'être disponible pour l'enfant, quoi qu'il arrive, quand on fait cette méthode. C'est important d'être disponible pour l'enfant. On ne peut pas se contenter de poser le matériel et de le laisser un peu comme ça. ça serait croire à la baguette magique et de se dire, bon, bah voilà, j'ai mis du matériel, ça y est, j'ai fait du Montessori. Non, Montessori, avant tout, c'est une philosophie, c'est une posture et tu peux le faire même sans matériel. À intégrer l'enfant dans ta vie de tous les jours, t'as pas besoin d'acheter du matériel pour faire ça. Par contre, effectivement, tu peux très bien oui, il faut être disponible. Et le problème, c'est quand tu veux le faire à la maison, ça, c'est un problème que rencontrent beaucoup de gens, que j'ai rencontré moi aussi en tant que maman, parce qu'il y a un gros écart entre Montessori dans une classe où quand tu Mhm. rentres, voilà, t'arrives à 8h30, t'es dispo, t'as ta pause au milieu de la journée, et puis à la fin, t'as fini ta journée. Ah. Et quand tu ranges ta classe, quand tu fais ton ménage, etc., les enfants sont pas là, ou enfin voilà. Ah, c'est pas la même chose quand tu es à la maison parce que tu as tout le temps les enfants et que t'es pas forcément dispo et que parfois l'enfant il veut faire une activité alors qu'à ce moment-là, c'est leur euh, De faire le repas, de faire le linge. lire ou de faire le linge ou voilà, t'es pas dispo. Bon, alors tu vas avoir travaillé sur l'autonomie, mais bon, vu que il est tout petit, c'est en cours. Moi, ce que j'aime bien, du coup, dans ce cas-là, conseiller aux familles, c'est de timer l'accessibilité en fait du Mhm. matériel. C'est-à-dire que je vais avoir, pour le coup, là, soit des portes ou des rideaux, ou voilà. Je vais mettre une barrière physique et il y a des heures où c'est ouvert et des heures où c'est fermé. Alors, si tu as vraiment de la place chez toi, tu as une grande baraque, tu as une salle qui ne te sert à rien, tu fais une salle d'activité et puis il y a des moments où elle est ouverte, des moments où elle n'est pas ouverte. Ça, c'est le comble du bonheur où tu Mhm. reproduis l'ambiance classe et c'est parfait. Mais si tu peux pas, tu es dans la vraie vie de tous les jours, et c'est la plupart des gens, et c'est comme ça, et ben moi, du coup, dans ce cas-là, il y a les trucs que tu peux intégrer dans le quotidien. Et donc, à partir du moment où l'enfant, il maîtrise éplucher un légume, je peux lui laisser l'économe à disposition, il a plus besoin de moi. Mais tant que je sais qu'il n'est pas autonome, elle épluche légumes et il n'est pas disponible. La règle, Mhm. tu vas mettre, tout ce qui est accessible est autorisé. Parce que le petit, son cerveau, il n'est pas mature, le petit enfant, et donc il peut pas, il n'a pas la Mhm. capacité d'inhibition au niveau neurologique. Il peut pas se retenir de On fait faire. pas du joli, c'est pas on fait un joli matériel dans une chambre ou quelque chose comme ça Pour le, pour pour que le ça truc soit joli. Instagram, c'est beau, tu fais ça pour la pub Instagram, mais ça va pas marcher après. Mhm. Donc en fait, c'est soit il est capable de le faire en autonomie et tu peux le laisser complètement accessible, soit il n'est pas capable de le faire en autonomie et tu vas jouer sur l'accessibilité, soit au niveau géographique, soit au niveau des temps. Là, j'ai mis le rideau, donc c'est fermé, ou là, le rideau est ouvert, donc tu as accès aux activités, ou Mhm. parce que je suis disponible, ou bien, bon, bah là, l'économe, on est encore en phase d'entraînement, il n'est pas encore parfaitement maîtrisé. Donc, l'économe, pour le moment, il est dans le tiroir du haut, il n'est pas accessible à l'enfant. Et quand il sera Mhm. maîtrisé, il basculera dans le tiroir de l'enfant. Tu peux aussi Mhm. gérer comme ça. Là où ça va être casse-pied, c'est quand j'ai des âges mélangés, quand j'ai des fratries, et où je vais avoir des enfants qui sont avancés, donc qui ont besoin d'accéder à du matériel, et où je vais avoir des tout petits bébés qui, eux, ont besoin de Oui. pas accéder à ce matériel. Et là, ça peut être casse-pied. Et dans ces cas-là, nous, on range le matériel par ordre de progression dans le sens de lecture. Donc, dans les pays francophones où on lit de gauche à droite et de haut en bas, donc on range le matériel du plus facile par ordre de difficulté au plus difficile, de gauche à droite et de haut en bas. Et Mhm. par exemple, en pays arabophones, on lit dans l'autre sens, donc ce serait de droite à gauche et de haut en bas. Et du coup, quand
quand j'ai du multi-âge et un espace restreint, je vais être obligée de casser ma progression, par exemple. Donc, tant que le bébé il se déplace pas, bah, c'est bien. Je peux laisser son matériel en haut, là où c'est le début. Mais quand le bébé il commence à ramper, à se déplacer, etc., eh ben, je vais inverser sur mes étagères. Je vais mettre en hauteur le matériel des plus grands, si j'ai le même meuble, et en bas, le matériel du bébé, pour que le bébé n'accède pas au matériel plus dangereux, plus fragile et tout ça du plus grand. Et donc, du coup, bah, je fais des choix. Évidemment que c'est pas l'idéal. Je vais casser ma progression youpi et je vais pas pouvoir mettre ma belle photo sur Instagram parce que les personnes formées vont me dire ah t'as fait n'importe quoi et tout ça. Oui, sauf que je sais pourquoi je l'ai fait. Ça dure un temps, très rapidement, tout le matériel sera accessible à tout On le monde. rentrera dans l'ordre. Voilà. Mais tout ça, c'est de la réflexion tout simplement en fait. Et donc tu t'adaptes. Et alors, quand tu as une fratrie, ton ambiance, elle bouge beaucoup, 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 beaucoup au début. Le temps que tout le monde ait dépassé les 3 ans, ça bouge. Ça bouge énormément. Mais Mais c'est après, ils comprennent les règles quand c'est et, verbalisé voilà, toujours. et ils C'est comprennent. ça. C'est Et comme voilà. ça Tu que c'est verbalises, rangé. tu montres, puis tu montres le cadre, et puis ils ont la loi du lieu. Hein. Il y a Mm. l'étagère où il y a les jeux libres, où ils peuvent monter la tour de cubes en plastique et shooter dedans et faire un patatras. Ils font très bien la différence Mm. avec la tour en bois de la tour rose, où c'est du bois massif et où non, tu shootes pas dedans, vraiment pas, parce que Ouais. c'est super Voilà. lourd. Moi, j'ai un peu ça, en fait, dans la chambre de ma fille. J'ai un coin Montessori, comme je dis, c'est une étagère où il y a tout le matériel où ils savent faire, mais je leur dis, enfin, ils savent que c'est pas, on s'amuse à volonté. Ils me demandent s'ils veulent jouer, il n'y a pas de souci, mais après, tout le reste de la chambre, c'est accessible, ils C'est en ça. font ce qu'ils veulent. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on va même travailler sur notre langage. Je vais avoir le matériel pour les activités et l'enfant travaille en faisant ses activités. Et à côté de ça, j'ai les jouets. Mm, Et les jouets, c'est usage libre. Voilà. mm, Et ça marche très bien. Et ils font très bien la différence. Hein, moi, pour l'avoir vécu avec plein d'enfants. Et c'était intéressant parce que j'avais mes enfants, les 2 derniers, ils ont été gardés à la maison par une nourrice qui venait avec son fils qui avait à peu près le même âge. Et elle n'était pas formée en plus. Et ben ils ont tous pris le. Je lui ai expliqué vite fait. Ils ont tous pris le pli. Il n'y a eu aucun souci quoi. mm. Et Ouais, donc ouais, il y avait 3 ans, 2 ans, 1 an. Donc tu vois le multi-âge pour l'ambiance. Ils ont tous parfaitement intégré respecté. et ça marchait très bien. Et ils avaient bien fait le distinguo entre la caisse de Capla que tu renverses par terre, et pourtant c'est du bois, un Mm, naturel, pas peint, rien, et l'escalier marron ou la rose, enfin, ils faisaient pas du tout le même usage. Hein. ouais, Ça, ouais. c'est très clair. Il y a aucun souci. Ça, faut vraiment faire confiance. Déjà, toi, tu poses la règle, et puis après, tu fais confiance à l'enfant. Hein. Ouais, c'est ça. Ils ont aucun intérêt à nous dominer ou que sais-je. Ils sont pas d'intérêt à ça. Donc, ça, c'est Mm. une croyance qu'on a, mais qui changerait. Après, je sais pas s'il y a des personnes, bon, on n'est plus trop nombreux, mais s'il Ah y a oui, des questions en plus ou pas, mais sinon, parce que je pense qu'on a fait, ouais, je crois qu'on a fait un grand tour là. Hein. Donc, 20 on a minutes, presque. on avait dit. Non, c'est 20 minutes minimum, mais ça, je me faisais pas de J'avais soucis. dit qu'on aurait du mal à rester dans 20 minutes. On a démarré Mm. à 9 heures. Il est 11h. Mais s'il y a personne qui a plus de questions, Ouais. je pense qu'en plus, voilà, vous l'aurez en Il y a des, replay, quoi qu'il arrive. il y a des gens, je reconnais les pseudos là. Mm. Je reconnais. Il y a Stéphanie, il y a Cécilia que je Moi, il connais. y a Laetitia qui est ma graphiste. Ah, cool. Coucou Laetitia. D'ailleurs, il y en a qui cherchent des graphistes. Ouais. Ah bah moi j'en ai toujours besoin, mais il faut les payer. Moi je leur demande pas de bosser gratuitement, donc Va la voir, elle est super intéressante. Elle bosse depuis chez elle au Portugal. Waouh, d'accord. Ok. Voilà, Je note le contact, je vois. c'est ça. Bah ouais, bah, si vous avez plus de questions, nous on va se dire bon revoir du coup. Voilà, de toute façon, s'il y a des, bon, je remettrai peut-être encore une petite boîte à questions par la suite, si, voilà, Ouais, en montrant bien bien qu'elle sûr. replay. Voilà, puis après, bah, vous pouvez même poser vos questions à Séverine directement sur les ateliers du citron. C'est ça. Et puis, si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à son compte hein, également, parce qu'elle vous donnera encore plein de conseils pour cet été d'ailleurs, parce que commencer dès maintenant, hein, c'est important.
Mm. d'appliquer en fait la méthode. La méthode, c'est pas que du matériel, hein, c'est aussi, c'est Ah, vraiment un état d'esprit. C'est vraiment un état d'esprit. Moi, je vous dis, ça m'a aidé même à me construire moi en tant que maman avec mes enfants, à me m'adoucir vraiment. Je dis pas que je suis la plus zen au monde, mais ça m'a vraiment mis des freins sur plein de choses en me disant à chaque fois, oh là là, quand il va aller à l'école, il va pas se reconnaître, il va pas comprendre, et du coup, c'est important que les parents aussi on s'adapte à ça. puis c'est aussi, moi, je vois, c'est comme c'est une histoire de posture dans notre relation à l'autre. euh, Ça change aussi dans tes relations de travail avec les autres personnes, dans ta relation de couple. Je l'ai beaucoup utilisé aussi auprès d'une de nos aînées dans un EHPAD. Elle avait une maladie neurodégénérative et ça fait des Ouais, ça, miracles. moi, j'ai ma tante qui est, enfin pas ma tante, mais qui est comme ma grand-mère, une cousine, une arrière-cousine. Et j'en parle beaucoup sur mon réseau social Oui, personnel, Maman 4 saisons. Et j'applique de plus en plus le sensoriel, des choses comme ça, tout ce qui est Montessori avec elle, parce que c'est important et ça fait des pour eux, miracles. ça les aide. Ça les aide énormément. Ah non, mais c'est génial, hein. Moi, j'ai vu des régressions euh, qui sont considérées comme définitives dans les maladies neurodégénératives comme Alzheimer, par exemple, qui revenaient en fait. Mm, J'ai vu, mm. j'ai vu des régressions s'annuler juste parce que on avait rallumé des connexions. C'est pareil, faut toujours être à l'écoute de l'autre. Moi, je vais redonner l'exemple de Odette qui a la maladie d'Alzheimer. Son mari disait elle écrivait plus tout ça. Puis l'autre, enfin quand j'ai été la voir la dernière fois, j'avais un stylo et je l'ai vu elle était titillée par prendre mon stylo. Je lui ai passé une feuille, elle a écrit et je lui dictais des choses et elle a pris beaucoup de plaisir. Même son mari a été très ému de ça parce qu'il me disait mais ça faisait au moins un an qu'elle avait pas écrit et que quand elle prenait un stylo c'était pour gribouiller alors elle aimait écrire et en fait non elle a vraiment écrit, elle a écrit des choses, des phrases et voilà parce que bah on était connectés elle et moi à ce moment-là et que j'ai fait attention C'est à ce ça, qu'elle avait envie de faire et c'est ça. voilà c'est ça qu'il faut faire avec son enfant, c'est faire attention. C'est pas facile toujours, hein, je le dis en tant que maman, il y a des moments où mes enfants, mais Mm. il faut leur montrer qu'on a compris aussi. Ça, c'est important. Tant qu'on leur dit, j'ai compris, t'aimes ça. Moi, ma fille, des fois, elle va vouloir avoir envie de faire la cuisine avec moi, mais comme on l'a dit, on est pressé, on a des choses à faire. Je lui dis, oui, oui, je t'entends, tu le feras, mais on le fera plus demain, je serai plus disponible parce qu'on l'a dit, C'est c'est ça. important d'être disponible pour eux, pour qu'ils fassent bien la chose. J'ai entendu que tu avais envie qu'on fasse ça ensemble. J'ai pas envie de le faire par-dessus la jambe. J'ai envie de disponible pour t'offrir un vrai temps de qualité. Du coup, Mm. parfois, ça veut dire que c'est pas maintenant. Mais par contre, quand on dit demain, on s'y tient. C'est ça. Parce que si tu tiens pas, Non, ça paye. Bah, c'est pareil, on ne montre pas pas l'exemple. que tu dis pas maintenant, tu seras pas entendu, hein. Ça, c'est Mm. clair. Ouais. C'est sûr. Mais oui, oui, c'est ça, tout simplement. Oui, je t'ai entendu. C'est comme quand t'as le môme qui arrive avec son. Il en a gros sur la patate. Ouais, je déteste les maths. Le prof, il a gueulé, machin. T'es là, t'es en train de faire ta vaisselle ou ton linge Mm. ou de remplir ton mail. Et là, tu fais wow, 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 wow. Attends, j'ai l'impression que c'est une discussion importante là. J'ai envie d'être pleinement attentive à ce que tu vas me dire. Tu me donnes juste une minute, je termine ce que je suis en train de faire, comme ça on s'assoit et on parle et je serai vraiment là pour t'écouter. Mais Exactement. c'est pas, ça n'a rien à voir avec un non mais chut, laisse-moi finir ma vaisselle tranquille. Ça a Mm. rien à voir. C'est ok, attends, ce que tu dis là, c'est important. Je On a veux. presque plus de secondes, on va être recoupé, donc on va Ouais, vite terminer. Je ça. suis désolée de Bon, allez, ben, on va se dire au revoir. Et en même temps, c'est tant mieux ce truc parce qu'on a fait un live beaucoup trop long. Mais en tout cas, je vous remercie tous ceux qui sont venus et merci Séverine surtout et abonnez-vous à son compte, c'est important. Comme ça, vous avez plein de conseils et on vous souhaite une bonne nuit. Bonne nuit, oui, c'est vrai. Une bonne soirée là. Allez, Allez, bisous. bisous, salut Fanny.